Salut tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, et le mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, on poursuit sur mon arc qui concerne la NBA Trade Deadline 2024. Après vous avoir parlé des besoins des équipes de la conférence Est, des besoins des équipes de la conférence Ouest, mais aussi des équipes qui, selon moi, devaient faire all-in avant la deadline, aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser aux joueurs. Parmi les principaux candidats au transfert, qui va bouger, qui va rester, c'est à ça que je vais m'intéresser aujourd'hui. Je développerai le concept un petit peu plus précisément juste après, alors on ne perd pas de temps, on y va, qui va partir avant la Trade Deadline NBA 2024. Aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, on enchaîne, on va parler encore une fois de la trade deadline, hein, après les 3 dernières vidéos que j'ai faites qui parlaient déjà de la trade deadline, mais forcément ça me hype parce que ça approche. La trade deadline c'est le 8 février, c'est maintenant qu'il faut en parler, ce sera pas après le 8, donc j'essaye vraiment d'enchaîner parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que oui, il y a plein de choses qui peuvent être super importantes qui vont se jouer pendant ces jours-ci. Déjà, avant la deadline, on a eu droit à 3 trades, et tous ont eu leur importance. On a eu OG Anunoby par exemple qui est arrivé à New York, en provenance de Toronto, et ensuite les Knicks sont enchaînés avec une très bonne série de victoires, en attendant de voir si ça peut continuer avec la blessure récente de Julius Randle. Ça a été annoncé là dans la journée qui devrait manquer quelques semaines. On a eu Pascal Siakam qui est arrivé aussi pareil en provenance de Toronto, direction Indiana, et son arrivée transforme clairement les ambitions de l'équipe à court et moyen terme, et tout ça c'est très intéressant aussi, tandis que le troisième trade qu'on a pu voir, c'est l'arrivée de Terry Rozier du côté de Miami au Heat, qui règle vraiment le souci de meneur de cette équipe, même s'il n'y a toujours pas de backup. En tout cas, Terry Rozier, a priori, c'est quand même un meneur plus jeune et plus sérieux et plus sûr que Kyle Lowry à son âge. Donc très intéressant aussi ce transfert, et si ça continue comme ça, la trade deadline, ça va être super intéressant, parce que des trades comme ces 3-là, franchement, je vais en voir d'autres, parce qu'ils sont tous super cool à étudier, je les trouve tous très cohérents pour les équipes concernées, et c'est ce qui fait que cette trade deadline, elle me plaît particulièrement, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que si on regarde un petit peu comment elle fonctionne, cette trade deadline, on se rend compte qu'il y a pas mal d'équipes, celle dont je parlais hein, dans la vidéo qui est sortie sur YouTube mercredi, et qui doivent faire all-in selon moi. Parmi elles, on peut parler des Lakers, des Mavericks, des Warriors, peut-être des Sixers et plein d'autres qui ont des besoins, mais on a aussi des teams comme les Hornets, comme les Wizards, comme les Pistons, qui sont dans les bas-fonds des classements et qui, elles, pourraient être vendeuses. Donc forcément, on a 2 catégories de teams qui pourraient s'entendre justement, soit pour penser au futur pour celles qui sont vendeuses, soit pour penser à l'instant présent pour celles qui veulent faire ou qui ont besoin de faire all-in. Et le truc, c'est que à côté de ça, ce qui rend les choses encore plus intéressantes, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont dans des situations qui ne conviennent pas parce qu'ils ont un bon niveau et ne sont pas forcément dans des équipes ambitieuses. Et ces joueurs-là, à mon sens, il faut qu'ils bougent. Et parmi ces joueurs qui, à mon sens, doivent bouger, j'ai essayé de choisir, et on va en parler aujourd'hui, tous les cas qui me semblaient les plus intéressants. Donc je sais qu'il y aura quelques déçus parce que certains joueurs, je vais pas en parler aujourd'hui. Par exemple, même s'il est dans certaines rumeurs, j'ai décidé, et c'est un vrai choix que j'assume, de ne pas parler de Lauri Markkanen, parce que c'est certain, hein, c'est un mec qui joue à un niveau All-Star, qui joue très bien là en ce moment à Utah et qui ferait du bien à énormément de teams, mais si je suis honnête, je vois que Utah est en train de lutter pour le play-in et je vois vraiment pas le Jazz le lâcher, donc je vais pas parler de Lauri Markkanen aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, je peux donner des exemples, des jeunes par exemple comme Jonathan Kuminga, parce que même si on sait que les dernières rumeurs disaient qu'il perdait confiance en Steve Kerr et qu'il était assez mécontent de son rôle à Golden State, on voit que ces derniers temps il enchaîne un peu les matchs à plus de 20 points. Les Warriors, s'ils le transfèrent, je pense qu'ils en demanderont très cher, peut-être trop cher pour le transférer, et a priori malgré les petites tensions qu'il pourrait y avoir entre le joueur et la franchise, j'ai l'impression que Golden State veut le garder. Donc voilà, pourquoi j'ai pas décidé de parler de Kuminga, et de plein d'autres aussi, je vais pas tous les lister, hein, tous ceux dont j'ai pas parlé, parce que j'avais des arguments qui me laissaient penser qu'il valait mieux parler d'autres joueurs, parce que c'était plus cohérent. Donc voilà, parmi ces joueurs, par contre, il y a pas mal de noms que je vais vous présenter. J'ai fait une sélection de 15 gars qui, à mon sens, pourraient bouger, parce qu'on parle d'eux dans les rumeurs, et j'ai l'impression que c'est des rumeurs qui peuvent s'avérer plus ou moins sérieuses, et qui, en plus de ça, c'est pour ça que leur cas me semble intéressant, en changeant de team, pourraient apporter un gros boost, potentiellement, à l'équipe dans laquelle ils arriveraient. Donc à chaque fois, je vais parler de ces joueurs, un par un, je présenterai leur profil un petit peu, le rôle qu'ils ont, la situation qu'ils ont, j'essaierai aussi de parler du prix qui pourrait coûter, des équipes cibles aussi,
de pas mal de choses, hein, ou du type d'équipe cible qui pourrait les avoir. Je parlerai aussi forcément du contrat, parce que ça joue pendant un transfert, parce que vous savez, il faut aussi équilibrer les trades. Et à la fin, j'essaierai de proposer 3 équipes qui sont soit évoquées dans les rumeurs, dont on parle souvent pour ces joueurs, soit dans lesquelles, parce qu'on n'a pas trop de rumeurs concernant ces joueurs, il y aurait peut-être un choix cohérent pour moi, pour ce joueur, et dans lesquels il pourrait aller. Et donc vous me direz, ce sera votre boulot, à chaque fois que j'aurai fini de présenter un petit peu tous ces joueurs, donc les 15 joueurs, vous me direz si, à votre sens, il va partir dans une des 3 équipes que j'ai citées, s'il va rester dans son équipe, ou si alors il partirait, mais dans une équipe que j'ai pas citée. Donc ça permettra de voir pour chaque joueur s'il va rester, et s'il bouge, dans quelle équipe, selon vous, il pourrait aller, et permettre aussi d'anticiper la deadline pour ces 15 joueurs, et même si effectivement, c'est un peu du what if, on lit dans nos boules de cristal, ça va être super intéressant de connaître votre avis pour essayer justement de gamble et de parier un petit peu, d'anticiper cette trade deadline, que je trouve particulièrement intéressante, parce que ça, je vous l'ai déjà beaucoup dit. Donc let's go, hein, je vais vous présenter le premier joueur, et j'espère que pour vous, le concept est clair. Premier joueur que je vous présente, c'est Bojan Bogdanovic, un vétéran de 34 ans qui joue à Détroit, donc dans une équipe en reconstruction, et qui lui a un vrai profil d'attaquant scoreur, qui est titulaire, hein, et qui a le vrai niveau pour être titulaire dans la plupart des équipes en NBA, mais qui peut, je pense, aussi sortir du banc s'il arrive dans une très bonne équipe où il y a des bons joueurs à son poste, pour apporter un gros coup de boost avec son scoring, parce que je pense que c'est un joueur intelligent, hein, qui joue pas mal avec son cerveau, qui a déjà montré qu'il pouvait s'adapter dans pas mal de collectifs, parce que c'est un scoreur, effectivement, mais qui n'a pas forcément besoin d'avoir la balle tout le temps pour marquer des points, et donc qui peut faire preuve d'une certaine adaptabilité, et je pense aussi que grâce à sa régularité au scoring, même en sortie de banc, il pourrait faire du bien à pas mal de teams qui sont contenders. Et quand on regarde ses stats, hein, de toute façon ça se voit, même si forcément les stats qu'il peut avoir à Détroit sont gonflés, parce que son rôle dans cette équipe qui n'est pas forcément performante est amplifié, mais on le voit, il tourne quasiment à 21 points par match, c'est un poste 3 qui peut aussi jouer au poste 4, 6 rebonds aussi, il fait aussi quelques passes décisives, hein, c'est pas mal pour un scoreur comme ça, et surtout avec des pourcentages qui sont hallucinants. C'est un vrai scoreur d'une propreté assez extrême. C'est un bon shooter, hein, il shoot à 43% de loin, mais c'est aussi un scoreur aux 3 niveaux, avec une adresse globale de 52% qui est propre. Enfin vraiment, c'est un vrai joueur adroit, un vrai joueur habile, et effectivement, il peut plaire à pas mal de teams pendant cette deadline, parce qu'en ce moment, à Détroit, on sait pas si on a vraiment besoin de lui dans une reconstruction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment, il a un contrat de 20 millions qui expire en fin d'année, donc l'équipe qu'il recevra, ce sera soit une espèce de location pour pas cher pour la fin de saison, pour essayer de penser au court terme et d'essayer d'aller le plus loin possible pour ses playoffs 2024, soit essayer de voir les choses à moyen terme, hein, on va pas dire à long terme pour un joueur de 34 ans, mais à moyen terme pour justement l'avoir dans sa team cette saison, posséder ses bird rights et essayer de le prolonger en fin de saison sans prendre trop de risques, parce que c'est pas forcément un joueur qui doit coûter trop cher. Je pense qu'il va intéresser pas mal de types d'équipes, hein, que ce soit les contenders, les équipes qui ont des ambitions, qui veulent faire un parcours de playoff, qui ont besoin un petit peu de profondeur et d'une option offensive supplémentaire, et qui peuvent essayer justement de se renforcer au niveau de l'attaque, et même pas mal potentiellement au niveau de l'attaque, pour pas forcément trop cher, parce que je pense qu'un Bojan Bogdanovic, il suffit finalement d'équilibrer son salaire, comme je disais, de 20 millions, de rajouter un premier tour, et les Pistons, ça leur va, ils pensent à l'avenir, tu leur rajoutes un premier tour, ils récupèrent un autre contrat expirant à la place de Bogdanovic, dans l'idée ils récupèrent un premier tour de draft, c'est mieux que de le perdre contre rien l'année prochaine, donc je pense que effectivement c'est un joueur à la portée de pas mal d'équipes pour pas trop cher. Maintenant, il y a un monde, effectivement, où il peut rester à Détroit, parce que, on le voit, cette équipe des Pistons, c'est très jeune. En début de saison, Bogdanovic était blessé, et on l'a vu, hein, c'est pendant sa blessure, la plupart du temps, qu'ils ont enchaîné leur série de défaites. Sa présence vétéran fait du bien dans le vestiaire, et discipline un petit peu ses joueurs. C'est peut-être la raison pour laquelle il resterait à Détroit. N'empêche que je pense qu'il peut plaire à beaucoup d'équipes, et là, à chaque fois, comme je vous disais, pour tous les joueurs, j'en ai listé 3. Je pensais, soit qui sont dans les rumeurs, hein, soit que je trouve cohérentes, et là, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut parler de lui à Cleveland, qui effectivement est une bonne équipe à l'heure actuelle, mais a besoin peut-être d'un boost offensif supplémentaire pour essayer d'aller encore plus de l'avant, parce que, on le sait pourtant, on a du Donovan Mitchell et du Darius Garland, même si Darius Garland est souvent blessé, on a du Evan Mobley aussi qui peut marquer des points, mais qui est blessé actuellement, du Jarrett Allen qui a pas forcément un profil très offensif, ajouter Bogdanovic qui met des points dans cette équipe de Cleveland, je trouve que ça a du sens. À Minnesota, c'est pareil, c'est la deuxième équipe que je propose, hein, vous le voyez, de toute façon, sur tous les visuels, je vous marque les équipes que je propose, parce que c'est une équipe qui est première de la conférence Ouest, qui pour l'instant, on imagine mal aller au titre, mais qui a peut-être besoin de renforts, et avec des renforts comme ça, elle pourrait capitaliser ses chances de faire un gros parcours en playoff, et ça c'est important. Et ensuite, je pensais aux Sixers, et c'est un petit peu la même chose, qui pour le moment, c'est une équipe qui est troisième de la conférence Est, avec un Joel Embiid qui est assez excellent, mais qui a peut-être besoin d'un boost offensif supplémentaire, encore une fois, pour espérer un meilleur parcours de playoff. Joel Embiid a besoin de soutien offensif dans tous les playoffs, dans toute la post-season, on le sait, parce que les défenseurs
défense se resserre et les coups de sifflet se font moindres, un Bogdanovic qui écarte le jeu, à mon sens, pourrait faire du bien à cette équipe de Philadelphie. Donc maintenant, je vais pas en faire plus, ça va être à vous de jouer. Est-ce que selon vous, Bojan Bogdanovic va rester à Détroit? Est-ce qu'il va aller à Cleveland? Est-ce qu'il va aller à Minnesota? Est-ce qu'il va aller à Philadelphie? Ou est-ce qu'il va aller dans une autre équipe? Je vous laisse le sondage et puis on débriefe ça juste après. Alors pour Bojan Bogdanovic, déjà globalement vous pensez qu'il va bouger, parce que vous êtes 32% seulement à penser qu'il va rester à Détroit. Donc vous pensez qu'il va bouger, et l'équipe que vous plébiscitez, parmi les équipes que j'ai proposées, c'est Minnesota, parce que vous êtes 28% à penser qu'il ira à Minnesota. Vous êtes 24% à penser qu'il ira à Philadelphie, 8% à penser qu'il ira à Cleveland, et 8% à penser qu'il ira dans une autre équipe. Et j'avoue que Minnesota, ça aurait du sens. Effectivement, c'est une équipe qui excelle en défense, qui a besoin d'un boost offensif, parce que c'est pas une des équipes qui a les meilleurs offensive ratings de la ligue, hein. Il me semble qu'ils sont dans le dernier tiers au niveau du offensive rating, donc l'arrivée d'un Bojan Bogdanovic pourrait faire du bien. En plus de ça, comme vous l'avez très intelligemment précisé dans le chat, il retrouverait du Mike Conley et du Rudy Gobert qu'il a très bien connu à Utah. Effectivement, Bojan Bogdanovic à Minnesota, je trouve que ça a du sens, c'est cohérent, et en tout cas, a priori, c'est là que vous le voyez aller. Deuxième joueur dont je vous parle aujourd'hui, c'est Malcolm Brogdon, un joueur de 31 ans qui lui est à Portland et qui aussi est dans une équipe en reconstruction, et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de talent, qui est un joueur d'équipe, un playmaker, hein, qui est très intelligent, qui fait partie des joueurs les plus intelligents de la ligue, hein, qui prend les meilleures décisions, qui est très adroit en plus, qui fait souvent des très bons choix, un joueur qui forcément à Portland apporte son expérience et son côté vétéran, mais ça ce serait quand même beaucoup plus intéressant qu'il l'apporte dans une équipe qui a des ambitions. Ce qu'on voit, c'est que dans ce contexte à Portland, il tourne quasiment à 16 points par match, il fait quand même plus de 5 passes aussi, tout ça en jouant en moins de 3 minutes. La majorité de ses tirs, il les prend à 3 points, en tout cas il prend une bonne partie de ses shoots à 3 points et il tourne à plus de 42% de réussite, ce qui explique que son pourcentage global soit pas ouf, qui est un peu en dessous de 44%, mais si on voit la difficulté des tirs qu'il prend, je trouve que ça explique un petit peu cela. Mais moi ce que j'apprécie vraiment particulièrement avec Malcolm Brogdon, c'est cette espèce de justesse qu'il a dans le jeu, hein, pour permettre à ses équipes de gagner des matchs, et vu que c'est pas forcément l'objectif numéro 1 pour Portland de gagner des matchs cette saison, c'est pour ça que je me dis que ce serait peut-être pas trop mal de le voir ailleurs, sachant que lui, son contrat se poursuit jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, et que grosso modo, il touche 22 millions par saison. Donc il va falloir, si une équipe veut Brogdon, il va falloir équilibrer avec environ 22 millions de contrats. Et donc ces équipes qui pourraient vouloir de Malcolm Brogdon, encore une fois, c'est pareil, hein, et vous allez le voir, il y a beaucoup, de toute façon, la plupart des joueurs dont on va aborder, c'est ce type de team. Ça va être des équipes ambitieuses, hein, qui veulent progresser, qui veulent améliorer leur profondeur, qui veulent améliorer leur expérience, leur leadership, qui veulent faire un gros run de playoff, qui ont besoin d'un meneur soit titulaire, soit backup, chef d'orchestre, qui jouera juste et qui justement apportera de bonnes choses en playoff parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Et un petit peu comme Bogdanovic, vu qu'il est dans le même style d'équipe, je pense qu'un premier tour pour Malcolm Brogdon, plus des contrats expirants encore une fois qui pourraient matcher son salaire de 22 millions, suffiront si Portland y réussissent, parce qu'on se rappelle, hein, Portland ils ont transféré Lillard aux Bucks alors qu'on l'attendait pas mal au Heat, et au final dans cette histoire ils ont récupéré Jrue Holiday qu'ils ont renvoyé ensuite à Boston en obtenant Malcolm Brogdon, et je suis pas sûr que Malcolm Brogdon était forcément un joueur que Portland ciblait. Ils se sont dit ça fera un asset supplémentaire pour potentiellement récupérer un pic de plus qui viendrait comme s'il était arrivé dans le trade de Lillard. Donc effectivement un premier tour pour Malcolm Brogdon plus des contrats expirants ou des contrats qui équivaudraient, peut-être un ou deux jeunes, hein, dans l'histoire qui peuvent être prometteurs, mais quoi qu'il en soit, je pense que voilà, un premier tour peut suffire pour Malcolm Brogdon, sachant que les joueurs qui vont équilibrer le salaire seront pas forcément des peintres non plus et pourraient avoir de la valeur. Attention quand même aussi aux blessures pour Malcolm Brogdon, c'est quand même un joueur qui depuis 3-4 ans passe pas mal de temps à l'infirmerie et ça peut faire un poil baisser sa valeur, mais je pense quand même qu'il faudra au moins un premier tour pour l'obtenir. Après, voilà, de toute façon pour tous les joueurs aussi, je vais vous l'expliquer, il peut y avoir un monde où il reste à Portland parce qu'on pourrait se dire qu'on a besoin de lui pour mentorer Scoot Henderson, qui normalement est quand même l'avenir de l'équipe au poste 1, même s'il a mis longtemps à lancer sa saison, ça va un peu mieux, et si on veut un mentor expérimenté, ça peut être important. Est-ce que Brogdon veut jouer ce rôle? J'ai l'impression qu'il s'adapte à tout, donc pas de problème. Ça peut être les raisons pour lesquelles il reste. Par contre, je le vois bien partir dans des équipes que je vous ai mises là-haut, hein, Houston, les Lakers et les Knicks, donc des équipes qui reviennent encore une fois souvent dans les rumeurs, ou dans lesquelles je le vois bien. Houston, donc pas mal annoncé dans les rumeurs. Je comprends pas trop pourquoi Houston, parce qu'on a déjà des arrières Fred VanVleet et comment il s'appelle, et Jalen Green qui sont déjà bien installés. On a Amen Thompson, le rookie, qui est sur le banc, qui a besoin de minutes pour se développer, qui en a pas encore assez et qui a peut-être besoin de jouer un petit peu plus. Mais bon, si on pense que pour l'instant Amen Thompson n'est pas
pas encore prêt, et que à Houston on est ambitieux, pourquoi pas avoir un Malcolm Brogdon qui serait une doublure parfaite finalement, si on veut gagner tout de suite derrière Fred VanVleet et derrière Jalen Green. Chez les Lakers, j'ai l'impression que on recherche un petit peu du monde à tous les postes, on a envie de brader D'Angelo Russell, on se rend compte que c'est pas forcément le meneur qui permettra à l'équipe d'aller jusqu'au titre, peut-être un petit peu, comment dire, pas assez juste, D'Angelo Russell, trop irrégulier, parfois trop croqueur et pas assez défenseur, peut-être que les Lakers ont besoin d'un joueur plus intelligent, plus sûr, peut-être un poil moins percutant offensivement, mais qui fera moins d'erreurs et qui feront les bons choix, Malcolm Brogdon peut-être celui-là, et enfin on l'annonce à New York, qui effectivement, je trouve, depuis le trade où ils ont fait venir OG Anunoby, a peut-être besoin d'un autre arrière pour compenser le départ de Immanuel Quickley, à voir comment on peut associer Malcolm Brogdon et Jalen Brunson. Brogdon l'a déjà montré dans sa carrière, c'est aussi un joueur qui peut jouer pas mal off-ball, qui peut être très bon en catch and shoot et qui peut évoluer au poste 2, donc j'imagine qu'un backcourt Brunson-Brogdon pourrait faire l'affaire, sachant qu'en plus, du côté des Knicks, on annonce pas mal Quentin Grimes partant, donc je comprends pourquoi les Knicks sont sur le dossier, et là encore une fois, ça va être à vous de jouer. Vous allez me dire si selon vous, Malcolm Brogdon reste à Portland, est-ce qu'il va aller à Houston, est-ce qu'il va aller chez les Lakers, est-ce qu'il va aller chez les Knicks, ou est-ce qu'il va aller dans une autre équipe que je n'ai pas citée. Encore une fois, je ne demande pas où est-ce que vous préféreriez le voir, mais où est-ce que vous imaginez qu'il a le plus de chances d'aller. À vous de jouer, on débriefe ça juste après encore une fois. Ok, pour Malcolm Brogdon, encore une fois, vous êtes très nombreux à le voir partir parce que vous êtes que 10% à penser qu'il va rester à Portland, donc ça veut dire que vous êtes 90% à penser qu'il va partir. Et là-dedans, dans les équipes que j'ai citées, c'est les Knicks qui sont devant. Vous êtes 34% à penser qu'il ira aux Knicks, vous êtes 17% à penser qu'il ira aux Lakers, 3% à penser qu'il ira à Houston, donc bien en bas, même s'ils sont beaucoup dans les rumeurs, et vous êtes 34% à penser qu'il ira ailleurs. Et dans les équipes que vous avez citées ailleurs, il y a Boston, il y a OKC, il y a aussi Minnesota, même si ça va pas être évident, je pense, de matcher son salaire, mais en tout cas, ça fait partie des équipes que vous citeriez. Parmi les équipes que j'ai citées, en tout cas, c'est les Knicks, équipe dans laquelle vous voyez le plus arriver Malcolm Brogdon, et effectivement, il ferait beaucoup de bien, je pense, dans un autre profil, mais pour remplacer et pour compenser le départ de Immanuel Quickley, à voir qui les Knicks lâcheraient pour l'avoir, mais effectivement, ça peut être une bonne idée, et donc pour vous, Malcolm Brogdon irait aux Knicks, après justement Bojan Bogdanovic qui irait aux Timberwolves. Joueur suivant pour aujourd'hui, Clint Capela des Atlanta Hawks. Comme d'habitude, je vous ai écrit les stats, je vous ai écrit quelques pistes aussi que je débrieferai justement à la fin quand j'aurai fini de parler du joueur. Et Clint Capela, c'est un pivot de 29 ans qui est titulaire dans une équipe des Hawks qui semble avoir des qualités, mais qui a du mal à trouver une certaine alchimie et qui est un petit peu à la dérive en ce moment et qui clairement a besoin de changement. Et dans les joueurs qui peuvent intéresser d'autres équipes, on a forcément Clint Capela, parce que Clint Capela, c'est un joueur effectivement qui a toujours le niveau de titulaire. Enfin, il a que 29 ans, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue et qu'on le voit à haut niveau, on a l'impression qu'il est plus vieux que ça, mais non, il a toujours moins de 30 ans, c'est un joueur qui pratique parfaitement le pick and roll, qui défend bien aussi, qui protège bien le cercle, qui est peut-être un petit peu un pivot à l'ancienne, dans la mesure où c'est pas non plus le plus mobile qui peut switcher partout et où il s'écarte pas. N'empêche que si tu as besoin de défense et de rebond, Clint Capela, ça va être un gros client, parce que c'est une machine à double-double, qui n'est pas forcément un créateur de points, mais qui pourra finir, parce que justement, avec des bons cuts, ou des bonnes positions au dunker spot, ou des bons rolls justement après des pics, on le trouvera très facilement pour finir. On peut aussi lui envoyer des passes lobées, même s'il est un petit peu moins athlétique qu'avant, je dois le dire, c'est quand même il a enchaîné des blessures, au tendon d'Achille d'ailleurs, je crois que je dis pas de bêtises, mais il a eu des soucis au tendon d'Achille pas mal ces dernières années, ça n'a pas été des ruptures, mais ça a été des soucis justement de tendinite qui l'ont éloigné pas mal de temps des terrains, et peut-être qu'il est un petit peu moins athlétique que ce qu'il a été à une époque, mais peu importe, comme je disais, ça reste un joueur qui est capable de pondre son double-double tous les soirs, et qui rendra service dans pas mal de secteurs de l'ombre, et ça peut faire du bien. Maintenant, Clint Capela, il faut savoir que pour l'avoir, il faut absorber son contrat aussi, son contrat qui finira en 2025, qui équivaut aux alentours de 20 millions par saison aussi, donc pas non plus un mauvais contrat, qui est assez facile à matcher également, et les équipes qui pourraient être intéressées, forcément, ce seraient les équipes qui ont besoin d'un pivot solide dans la peinture pour les playoffs, qui peut justement assurer pour défendre face aux big men adverses, pour prendre des rebonds aussi et pour apporter un petit peu de poids dans la raquette. Et des équipes comme ça qui ont besoin de ce style de pivot, même à l'ancienne, elles sont nombreuses. Par contre, pour l'avoir, ce sera pas simple. Je pense que il va falloir les Hawks, je sais pas s'ils ont vraiment besoin de premier tour pour l'avenir. Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que les Hawks, ils ont surtout besoin d'entourer Trae Young le plus vite possible. Et donc moi je me dis qu'il faut peut-être un bon prospect quand même, parce que les Hawks peuvent vouloir miser sur l'avenir, mais en ayant un prospect, enfin voilà, à mon avis il faudra au moins un ou deux prospects prometteurs pour l'avoir, et des seconds tours selon la valeur du prospect prometteur. Bien évidemment, si c'est un prospect très prometteur, les seconds tours serviront à rien, sauf que un prospect, généralement il sera dans son contrat rookie, donc ça ne suffira pas, et ça il faudra l'accompagner soit de contrats expirants pour les Hawks afin qu'ils libèrent du cap en fin de saison, soit de role players qui peuvent servir à Atlanta tout de suite et qui pourraient vraiment intéresser les Hawks, alors que ces role players ne seraient pas forcément utiles dans les équipes dans lesquelles ils sont actuellement.
Donc voilà à mon avis ce qu'il faut lâcher pour Clint Capela. Par contre on pourrait le garder du côté d'Atlanta, si on se dit que c'est quand même un joueur qui est très compatible avec Trae Young, dans la mesure où Trae Young c'est quand même un très bon gestionnaire, un très bon organisateur, qui aime beaucoup jouer le pick and roll. Si on estime que c'est le meilleur pivot autour de Trae Young, on pourrait le garder du côté d'Atlanta, sauf que derrière Capela on a quand même un Onyeka Okongwu qui ronge son frein depuis plusieurs saisons et qui attend d'avoir du temps de jeu, donc je pense que vu qu'on a une solution de repli, on pourrait le transférer du côté des Hawks. Et comme je vous l'ai dit, les trois équipes dans lesquelles je vois le plus aller Capela, ce serait Dallas, New York et OKC. Dallas dans la mesure où le pivot titulaire est une très bonne surprise d'ailleurs, c'est Derek Lively qui est un rookie qui est un des plus beaux styles je trouve de cette draft, mais qui est peut-être un petit peu limité pour jouer plus de 25-26 minutes par match, et encore plus en playoff où risque de prendre des fautes trop vite et de faire trop d'erreurs. Donc avoir peut-être derrière lui un mec comme Clint Capela pour jouer peut-être 24 minutes alors que Lively jouerait 24 minutes, ce serait pas mal hein. Quand on voit qu'il joue 26 minutes aux Hawks, si tu lui donnes 24 minutes à Dallas, ce serait cool pour Clint Capela. À mon avis ça peut être une très bonne doublure de Derek Lively. Les Knicks ça pourrait leur faire du bien aussi, vu qu'on sait que Mitchell Robinson s'est gravement blessé. Il y a un espoir qu'il revienne avant de la fin de la saison, Mitchell Robinson, mais ça c'est pas certain, et compenser ce risque avec l'arrivée de Clint Capela ferait forcément beaucoup de bien à ces Knicks. Et enfin OKC, un petit peu dans la même situation que Dallas, hein. Chet Holmgren fait de très belles choses à OKC depuis le début de la saison, mais lui aussi c'est un rookie, je pense qu'il apporte quand même déjà plus de certitude qu'un Derek Lively en playoff, mais ça peut faire bien d'avoir un gros mentor, un gros joueur derrière Chet Holmgren qui justement pourra dépanner en playoff si Holmgren n'est pas dedans, s'il se fait bouffer mentalement ou sur l'expérience en tant que rookie, voilà, Capela il viendra mettre des coups, il viendra utiliser son expérience, et je pense que ça peut faire du bien à cette équipe du Thunder. Donc vous allez me dire, est-ce que pour vous Capela reste aux Hawks, est-ce qu'il va dans une des trois équipes que j'ai citées, ou est-ce qu'il va ailleurs? On débrief après le sondage. Allez, pour Clint Capela, encore une fois c'est un joueur que vous voyez bouger parce que vous n'êtes que 14% à le voir rester à Atlanta. Perso je pense qu'il serait resté à Atlanta, si j'avais voté j'aurais mis qu'il restait à Atlanta. Et par contre dans les équipes que vous avez choisies, OKC arrive en tête avec 29% des votes, Dallas 2ème avec 25%, New York 3ème avec 18%, et vous étiez 14% à le voir partir dans d'autres équipes, donc ça montre qu'il y a pas mal de chances, selon vous en tout cas, qu'il arrive dans une des trois équipes que j'ai citées, avec, comme je disais, le Thunder qui arrive en tête, parce que derrière Chet Holmgren ça peut faire du bien. Jalen Williams c'est vrai est très bon au poste 5 pour jouer le rôle de backup de Chet Holmgren, mais pareil il est très jeune, c'est un sophomore Jalen Williams, et voilà, les playoffs vont arriver. OKC cette saison ils montrent à quel point ils peuvent être ambitieux au vu de leur classement en saison régulière. Ce classement maintenant il faut le capitaliser à fond, il faut le capitaliser en playoff en faisant le meilleur run possible, et en ayant des joueurs si jeunes finalement au poste 5, on se tire peut-être une balle dans le pied. Clint Capela pourrait compenser ça avec son expérience, et effectivement Clint Capela OKC, je pense que c'est aussi une bonne idée, même si je pense que dans la réalité, à mon avis en tout cas, il restera à Atlanta. Mais je préférerais que ça se passe comme vous l'avez prévu, donc pour vous, je mets ça en gras dans mes notes, Clint Capela va au OKC. Allez go, maintenant on parle d'Alex Caruso, un joueur de 29 ans qui joue aux Bulls, hein, qui est un role player de luxe dans une équipe qui va pas très bien, qui a encore des bons joueurs, mais qui normalement devrait se tourner vers une reconstruction qui tarde à arriver. Donc l'une des rares satisfactions de cette équipe de Chicago qui est très décevante cette saison, et qui a un rôle vraiment précis et qui pourrait faire du bien à pas mal d'équipes, avec son attitude et son côté chien de garde défensif, qui est capable vraiment de partir en mission sur le porteur de balle adverse, donc qui peut faire du bien à pas mal d'équipes en manque de défense extérieure, mais aussi en attaque, qui peut beaucoup jouer en transition, marquer des points justement faciles, et évoluer aux côtés de stars qui ont besoin du ballon, mais aussi qui est capable de créer et de mettre des shoots. Donc vraiment Alex Caruso, il a peut-être aucune vraie spécialité, si ce n'est peut-être la défense quand même, mais il peut dépanner dans tout plein de domaines qui sont super importants pour gagner des matchs, et qui donc pourraient intéresser pas mal de teams. Quand on voit qu'en 26 minutes il tourne déjà à plus de 10 points par match, qu'il a des pourcentages très propres quand même, 41% à 3 points, et que finalement il tourne à plus d'une interception, plus d'un contre aussi, c'est quand même assez dingue de voir à quel point il est capable de remplir toutes les cases sans exploser nulle part, et surtout en un si faible temps de jeu. Non, vraiment, Caruso c'est un joueur impactant, et qui peut faire du bien dans des équipes, dans des équipes qui justement veulent faire un gros run de playoff. Lui, il a un contrat qui va jusqu'en 2025 avec une team option qui est facile, à matcher, parce que c'est à l'équivalent de 9 millions la saison. Comme je disais, les équipes qui vont s'intéresser à lui, c'est toutes celles qui veulent faire un run en playoff, et qui veulent ajouter de la défense extérieure, de la
défense sur les porteurs adverses et de la défense sur le backcourt. Je pense à quelques-unes comme ça. Et effectivement, par contre, bah, le prix, je sais pas, je pense que ça peut être assez élevé. Et à mon avis, une des raisons pour lesquelles il pourrait rester à Chicago, c'est que Chicago soit très gourmand, parce que selon les rumeurs concernant Caruso, ils sont assez gourmands, et donc c'est pour ça que je pense qu'au minimum, il faudra un premier tour, plus un prospect qui prête aux Bulls, je dis pas un prospect de grande valeur, hein, mais au moins un jeune joueur, quitte à ce qu'il joue que 5 minutes par match en moyenne, mais qui a du potentiel, plus, faut voir les contrats qui restera en fonction du prospect, plus les contrats expirants qui permettront de matcher son salaire à 9 millions. Mais je pense que ouais, il faudra au moins un premier tour, et au moins un joueur à potentiel. C'est ce que veut en tout cas Chicago a priori, et si Chicago est trop gourmand, il pourrait rester du côté des Bulls. En attendant, il y a peut-être quelques équipes qui pourraient s'octroyer les services de Alex Caruso. On a les Nuggets par exemple, que j'ai mis, alors c'est pas, si je les ai mis tout à gauche, c'est pas que j'imagine que c'est les candidats numéro 1, c'est que là aussi j'ai classé les équipes par ordre alphabétique de la ville, et les Nuggets ne sont pas forcément dans les rumeurs, parce que finalement, à part les Lakers, il n'y a pas grand monde dans les rumeurs concernant Caruso, donc je parle des Lakers juste après, mais concernant les Nuggets, je trouvais ça pas mal, parce que finalement on se rend compte qu'ils ont perdu un mec comme Bruce Brown, qui pouvait un petit peu créer, qui pouvait un petit peu défendre sur les arrières, et je trouve que Alex Caruso pourrait totalement compenser le départ de Bruce Brown. D'ailleurs, Bruce Brown, petite parenthèse, j'ai hésité à en parler dans le live d'aujourd'hui, c'était, je parle de 15 joueurs, c'était mon 16ème, il est beaucoup dans les rumeurs, et il fait partie un peu des crève-cœurs dont j'aurais aimé parler aujourd'hui si j'avais gardé plus de 15 joueurs. Mais Bruce Brown fait aussi partie des joueurs que je pense peut bouger. Peu importe, donc pour revenir à Denver, Alex Caruso pourrait apporter des choses qu'a apporté Bruce Brown l'année dernière dans une quête au titre, et je pense que ça peut être une très bonne pioche et un très bon fit pour les Nuggets, Alex Caruso. De toute façon, Alex Caruso, j'ai l'impression que ça peut être un très bon fit partout. Ensuite, on parle des Lakers, comme je vous disais, l'équipe dont on parle le plus dans les rumeurs, qui effectivement, hein, on en parlait un petit peu plus tôt quand on évoquait le cas de Malcolm Brogdon, peuvent avoir besoin justement d'un meneur ou d'un arrière. En plus, Caruso connaît très bien la maison, et avoir un joueur de ce type derrière D'Angelo Russell qui peut le remplacer et assurer en défense, ce serait pas du luxe. Et Milwaukee, c'est pour les mêmes raisons, hein, on le voit, l'équipe en attaque est ultra performante, la paire Lillard-Giannis Antetokounmpo marche du feu de Dieu, et c'est pas étonnant vu comment les joueurs sont complémentaires, mais le problème c'est que sur les postes arrière en défense, on remplace pas Jrue Holiday comme ça, et le premier rideau de Milwaukee, hein, qui est composé de Damian Lillard et Malik Beasley la plupart du temps, laisse passer beaucoup trop de monde, et rend la tâche très difficile derrière à des mecs comme Giannis Antetokounmpo ou Brook Lopez qui doivent fermer la raquette. Je pense qu'à Milwaukee, il faut des joueurs pour mieux fermer le premier rideau, et c'est pour ça que je pense qu'Alex Caruso serait une bonne pioche. Ok pour Alex Caruso, donc encore une fois un joueur qui selon vous va bouger, mais vous êtes quand même 30% à penser qu'il va rester à Chicago, et je rejoins encore cette team. Je pense que Caruso va rester à Chicago parce que j'ai peur que les Bulls soient vraiment trop gourmands et se concentrent peut-être plus sur un trade de Zach LaVine, on verra, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc perso je pense qu'il va rester, selon vous non, et selon vous du coup 26% de chance qu'il aille aux Lakers, 19% de chance qu'il aille à Milwaukee, 11% de chance qu'il aille à Denver et 15% de chance qu'il aille dans une autre équipe. Donc pour vous, Caruso ce serait un retour à Los Angeles, et effectivement ça aurait du sens, on sait ce qu'il peut apporter là-bas, il se plaît très bien là-bas. LeBron apprécie énormément Alex Caruso, et on sait à quel point Alex Caruso peut fitter avec un joueur comme LeBron et comme Anthony Davis. Ça a du sens, selon vous, Alex Caruso, dans quelques semaines, sera aux Los Angeles Lakers. Pour le joueur suivant, on reste du côté des Chicago Bulls avec DeMar DeRozan qui a 34 ans aussi, et qui peut... j'allais dire qu'il y a un franchise player, mais pas vraiment, en tout cas qui est un joueur majeur, un joueur important, qui a le niveau, hein, ou qui a eu le niveau pour être franchise player, mais qui a le niveau au moins pour être un lieutenant, mais qui s'ennuie dans une équipe qui on l'a dit juste avant, est bien triste ou net cette année. Lui, voilà, c'est quand même un très gros scoreur qui peut marquer sa vingtaine de points par match, voire un peu plus les yeux fermés, même à 34 ans, c'est un spécialiste du mid-range, on le sait, le mid-range king, et qui peut aussi créer pour lui, et qui en plus de plus en plus, notamment depuis son passage à San Antonio, a appris à créer pour les autres, donc un joueur qui peut apporter dans tous les secteurs, sachant qu'en défense, sans être un génie, il fait à peu près le taf, et c'est ce qu'on voit, hein. Encore une fois, il coche toutes les cases, hein. Plus de 22 points, plus de 5 passes avec 4 rebonds, quelques interceptions aussi, une petite présence au contre, des pourcentages qui sont pas ouf, 34% à 3 points, ça on va pas trop le compter, parce qu'il prend très peu de shoot à 3 points, il se concentre un petit peu plus sur le jeu dans le périmètre, il est à 47% globalement en prenant des shoots difficiles, beaucoup en mid-range et en pénétration. Non, c'est propre, hein, les stats de DeRozan, surtout que ces stats-là, il faut se dire qu'elles sont peut-être un petit peu diminuées, vu le contexte de Chicago, où il n'y a aucune motivation, où personne n'est impliqué, et donc oui, ça montre à quel point DeRozan, ça peut aussi être un joueur important, et ça confirme, c'est des chiffres un petit peu qui confirment tout ce que je viens d'expliquer dans le rôle qu'il peut avoir, et qu'il a actuellement à Chicago, sachant que lui,
Son contrat expire en fin de saison, c'est un contrat à 28 millions qu'il va falloir matcher, donc ça va nécessiter d'apporter pas mal de contrats. C'est aussi enfin, ça peut impliquer des choses aussi, si tu ne peux pas trop lâcher pour DeRozan, parce que vu qu'il sera free agent à la fin de la saison, tu prends le risque qu'il se barre sans rien obtenir en échange, donc c'est pour ça que Chicago peut pas être trop gourmand pour l'avoir. Et là je me dis, toutes les équipes qui ont besoin d'une option 2, voire d'une option 3 pour passer un gros cap en playoff, pourraient s'intéresser à DeRozan, et toutes ces grosses équipes justement qui ont déjà du monde, ajouter un DeRozan derrière eux, ça pourrait vraiment être un méga luxe pour avoir justement une option 3 offensif qui peut changer le visage d'une équipe. Clairement, apporter DeRozan en option 2 ou 3 dans une équipe, ça peut changer vraiment toute la dynamique et tout le jeu offensif d'une équipe, et ça peut être intéressant. Surtout que, comme je disais, à mon avis, il peut pas être trop cher du fait de son statut de free agent, et je pense qu'un premier tour plus quelques contrats expirants pourrait largement convaincre les Bulls. Donc à voir. Après, on le sait, du côté des Bulls, on a en GM un Arturas Karnisovas qui est assez têtu, qui à mon sens devrait reconstruire depuis pas mal de temps, mais qui tarde à le faire. Enfin, là, on a l'impression que ça peut commencer à se faire parce que, a priori, Zach LaVine est sur la liste des transferts, mais j'ai l'impression que Karnisovas est assez gourmand aussi, il est assez exigeant. Il tient aussi à cette équipe qu'il a construite lui-même, où il avait réuni DeRozan, LaVine, Vucevic, en ramenant Lonzo Ball aussi, en espérant faire des bonnes choses, et j'ai l'impression qu'il a du mal à revenir en arrière. Ça peut aussi être une des raisons qui fait que DeRozan reste à Chicago. N'empêche que s'il doit partir, je pense qu'il y a pas mal d'équipes dans lesquelles il ferait du bien. Golden State, où Stephen Curry est bien trop seul en attaque avec l'irrégularité de Klay Thompson, donc ouais, bien sûr que DeRozan ferait du bien à Golden State, même si on a un Jonathan Kuminga qui est de mieux en mieux, en tout cas au scoring, du côté des Warriors. Aux Lakers, on va pas aussi non plus en faire des tonnes, on parle des Lakers beaucoup depuis le début de ce live, mais bien sûr que du côté des Lakers en attaque il ferait du bien. La défense des Lakers fonctionne pas trop mal, mais en attaque ça manque d'un créateur. LeBron est un petit peu seul, Anthony Davis c'est plus un finisseur qu'un créateur, donc DeRozan peut apporter pas mal de choses. Et du côté des Sixers, ça pourrait être intéressant, j'y avais pas forcément pensé, mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs qu'il annonçait là-bas, à voir si elles sont sérieuses ou non, mais effectivement ça peut apporter une option 3 derrière Joel Embiid et Tyrese Maxey. Ça peut faire un gros trio offensif, mais qui peut aussi performer défensivement. Ça peut faire du bien. À voir comment peut fonctionner le spacing si DeMar DeRozan irait à Philadelphie, parce qu'on sait que Joel Embiid c'est mieux quand il est entouré de shooters. Est-ce que avoir quelqu'un dans la zone du mid-range ça n'attirerait pas trop les défenseurs de la peinture? C'est quelque chose qui me pose question, mais peu importe. Effectivement, si on pense déjà au scoring que DeMar DeRozan peut apporter à cette équipe des Sixers, je pense par exemple que ce serait beaucoup plus régulier et beaucoup plus impactant qu'un Tobias Harris, qui est bon, je veux pas lui enlever ça, mais qui, malgré sa constance, a un côté trop constant presque, et pas qui va jamais nous faire de gros cartons. Donc oui, je pense que DeMar DeRozan à Philadelphie, ça peut aussi être une plus-value. Ok, pour DeRozan, c'est clair pour l'instant, premier joueur selon vous qui ne bougera pas, parce que vous êtes 57% à penser qu'il va rester aux Bulls, parce que vous pensez que Karnisovas n'est pas prêt à le transférer, et vous pensez aussi que, je l'ai vu dans le chat, que Chicago doit plutôt se concentrer sur un trade de Zach LaVine, mais c'est pas facile, parce que la cote de Zach LaVine est en train de baisser fort, et peut-être que DeRozan est plus facile à transférer. Et donc s'il part, vous êtes 14% à le voir aux Warriors, 14% à le voir aux Lakers, 11% aux Sixers et 4% ailleurs. Donc voilà, les Warriors ou les Lakers selon vous. J'aimerais bien le voir aux Warriors, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, parce que je trouve que sur la timeline il correspondrait vraiment très bien à cet effectif. Je pense aussi qu'il y a de grandes chances qu'il reste à Chicago, même si ce serait triste, mais à mon avis, s'il doit bouger, le plus de chances qu'il a d'aller quelque part, c'est peut-être du côté des Lakers, lui qui est originaire de Compton, en plus ça aurait du sens, ça lui ferait plaisir, mais j'aimerais bien, enfin voilà, j'espère pour lui qu'il va bouger, parce que la situation de Chicago est trop moche, et un DeRozan aux Lakers, je trouve que ça pourrait avoir de la gueule, et ça pourrait relancer un petit peu sa fin de carrière et lui donner des ambitions. Ce serait mérité pour un joueur comme DeRozan qui manque d'accomplissement en playoff, même s'il en a eu quelques-uns à Toronto, mais qui a besoin de faire des longs parcours de playoff encore pour remplir sa carrière, je pense. Et la suite, j'ai eu envie de me faire un petit plaisir, j'ai mis Evan Fournier, et c'est bien pour ça que j'ai pas parlé de Bruce Brown aujourd'hui, parce que il fallait que j'en enlève un pour parler d'Evan, et je me suis dit que c'était intéressant de parler d'Evan. En tout cas, j'avais envie de savoir ce que vous en pensiez. J'aurais dû en mettre 16 peut-être et parler de Brown, mais peu importe, j'ai choisi de parler d'Evan, on parle d'Evan. Et donc Evan Fournier, joueur de 31 ans, vous le savez maintenant, qui joue à New York et qui chauffe le banc depuis un peu plus d'un an maintenant, et c'est inquiétant parce que les minutes qu'il a sont très 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 rares. Là on voit, il tourne à 13 minutes par match, mais il n'a joué que 3 matchs je crois depuis le début de la saison, dernièrement. C'est pas ouf, et de toute façon il est complètement sorti des plans new-yorkais, et le problème c'est que sa cote a baissé en flèche, parce que plus personne ne le voit jouer, et ça c'est pas évident, et ça devient compliqué de le transférer, parce que même si son contrat est expirant, et qu'il sera free agent en fin de saison, c'est quand même 20 millions de dollars qu'il faut matcher pour Evan Fournier, qui peut toujours pourtant, qui on le sait, surtout un rôle de scoreur-créateur, qui est finalement un bon shooter aussi, même si ça se voit pas dans les pourcentages qu'il a sur les quelques matchs qu'il a joué depuis le début de la saison.
saison qui sont catastrophiques, mais on va pas lui en vouloir, on peut le pardonner, le contexte pour lui est catastrophique, les occasions qu'il a eues ont été rares, il a même pas eu l'occasion de faire mieux, pour un joueur qui a pas joué depuis si longtemps, je comprends aussi qu'il a eu ces pourcentages là, bon, on va noter son 100% en lancer franc, même si là encore il en a pas tiré des masses, donc ouais, la situation pour Evan est très compliquée, et le pire c'est que je suis pas sûr qu'il y ait des équipes qui soient très intéressées par Evan Fournier, donc en fait le seul moyen qu'il soit transféré, je pense, ce serait que les Knicks continuent à bouger, après la venue de OG Anunoby, qui continue à bouger, on parlait de joueurs tout à l'heure qui pouvaient intéresser potentiellement les Knicks, on parlait de Malcolm Brogdon, on parlait de Clint Capella, on parlera peut-être d'autres joueurs aussi encore après qui peuvent intéresser les Knicks, et s'il faut matcher un salaire, le contrat d'Evan à 20 millions il peut être parfait vu qu'il est expirant en fin de saison, et à mon avis c'est la meilleure chance que Evan a de bouger, donc là pour une fois vous le voyez, j'ai mis aucune piste, parce que franchement on sait pas où il va aller, parce que je suis pas sûr que vraiment les équipes soient intéressées par Evan Fournier à l'heure actuelle, c'est juste qu'elles accepteront de le prendre, je pense, pour pouvoir réaliser un trade où les salaires matchent, et ça se peut qu'en fonction de là où il arrive, il soit coupé tout de suite, et peut-être ensuite repris sur le marché des buyouts, donc difficile de savoir où il va aller, mais le problème, et la grande question que je veux vous poser surtout, c'est est-ce qu'il va aller quelque part, parce qu'on le voit, avec lui les Knicks ont pas l'air de se presser, c'est pas grave, il joue pas, on se dit que ça peut toujours servir, je sais pas, pourquoi faire, peut-être pour faire un trade, ou alors que de toute façon la situation ne restera pas longtemps telle quelle dans la mesure où il sera free agent à la fin de la saison, et puis voilà, on le voit, depuis l'arrivée de OG Anunoby, l'équipe des Knicks est performante, il va falloir voir, comme je disais tout à l'heure, si l'équipe reste performante avec la blessure de Julius Randle, mais ça se peut que l'équipe maintenant veuille rester telle quelle, et donc s'il n'y a pas d'autre trade à New York, Evan Fournier restera un Knick jusqu'à la fin de la saison, ce qui pourrait être catastrophique pour la suite de cette carrière. Donc le sondage va être simple pour Evan Fournier, c'est est-ce que selon vous il va rester, oui ou non, rien que ça j'ai envie de le savoir. Ok pour Evan Fournier, et vous êtes pessimiste, parce que pour 58% d'entre vous il va rester du côté de New York, pour 42% d'entre vous il ira dans une autre équipe, dans les autres équipes j'ai vu que vous parliez des Pistons dans le chat, là je regarde, ça parlait des Blazers effectivement, ça parlait des Hornets, ça parlait des Sixers, ça parlait de San Antonio, ça parlait de pas mal d'endroits, et faut voir, faut voir pourquoi pas, mais comme je dis, la seule chance que, déjà n'importe où il irait, ce serait positif pour lui à partir du moment où il a du temps de jeu, après comme je disais en fonction il pourrait être buyout, mais s'il est re-signé, n'importe où il irait ce sera positif, parce qu'on veut voir Evan Fournier sur les terrains, et moi j'imagine que c'est la chose qu'il espère le plus actuellement, retrouver les parquets, certains le voient déjà rentrer en Europe l'été prochain, faut voir, pourquoi pas, j'ai l'impression que il a encore sa place en NBA, en tout cas lui j'ai l'impression qu'il pense encore l'avoir sa place, et il veut rester, et il veut tout donner pour ça, donc l'Europe je pense que c'est un peu tôt, il va peut-être essayer, quoi qu'il en soit vous êtes pessimiste, parce que pour 58% d'entre vous, après le 8 février il sera encore à New York, et je ne le vois pas du tout rentrer dans les plans de Tom Thibodeau, et ce serait quand même assez triste qu'il ne joue pas jusqu'au JO quand même, et qu'il passe quasiment une saison blanche avant les JO, on verra, ça fait quand même un petit peu peur cette situation pour Evan Fournier. Prochain joueur, Jerami Grant, j'avais envie d'en parler lui aussi, parce que finalement on n'en parle pas tant que ça dans les rumeurs, mais il y a certaines équipes qui apparemment seraient très chaudes sur le dossier Jerami Grant, et c'est vrai que son statut de two-way player, qui est un petit peu option 1, j'ai envie de dire à Portland, quoique avec Anthony Simons ça se tape, option 1 ou 1 bis à Portland, mais qui en fait dans n'importe quelle équipe pourrait être aussi une option 2 ou une option 3, en fonction de là où il va, et qui peut en plus agir des deux côtés du terrain, un joueur qui a 29 ans, qui est dans une équipe en reconstruction, qui n'a pas forcément l'air pressé de le transférer, ça il faut le dire, parce que c'est une équipe qu'il a re-signé cet été, surtout je pense dans l'optique d'être sûr de pas le perdre, et peut-être de le retransférer plus tard, malgré le très très gros contrat qu'il a, et ça peut être un truc où je me dis qui peut rester du côté de Portland, parce que je connais pas trop à quel point les équipes sont chaudes pour encaisser un tel contrat, donc ça faudra voir, mais ce qui est sûr c'est qu'en ce moment c'est quand même un joueur majeur dans une équipe en reconstruction, et qui pourrait apporter beaucoup dans des équipes en recherche d'options 2 ou 3 sur les ailes, et des équipes comme ça il y en a pas mal en NBA. Son contrat à Jerami Grant, il va jusqu'en 2028, et quand je disais qu'il faudrait légaliser, c'est pas des blagues, parce que c'est un contrat qui est à équivalent de 27 millions cette saison, et qui monte jusqu'à 36, l'équivalent en 2028, donc c'est pas un contrat max, mais c'est un contrat qu'il faut pouvoir absorber, en tout cas en 2024, ce sera peut-être beaucoup plus facile de l'absorber plus tard, et c'est peut-être pour ça que Jerami Grant pourrait être transféré dans plusieurs saisons, n'empêche que voilà, je pense que Portland, si tu leur proposes des contrats expirants, ou des contrats qui ne se prolongent pas longtemps,
intéressants qui peuvent justement matcher ce salaire de 27 millions actuellement par saison, un premier tour et un bon prospect, ou un prospect à potentiel, bah franchement Portland, je pense, encore une fois, j'en parlais pour Malcolm Brogdon, s'ils continuent à récupérer des premiers tours, c'est bon pour l'avenir. S'ils ont des jeunes joueurs, même si c'est pas des joueurs qui ont un niveau accompli aujourd'hui, mais qu'ils ont du potentiel, ça peut aller. Et si à côté de ça, tu rajoutes pas forcément des contrats qui vont plomber le salary cap de Portland, tu leur mets des contrats expirants, et même si Jerami Grant a pas l'air trop mal à Portland, et que Portland a pas l'air trop pressé de le transférer, bah ça pourrait suffire, et des équipes pourraient être intéressées par un profil comme DeRozan. Et là, comme vous l'avez vu, je pensais à Atlanta, je pensais à... j'ai dit DeRozan, je voulais parler de Jerami Grant, hein, bien sûr. Et là, les équipes que j'ai imaginées, c'était Atlanta, Dallas et Golden State, pour des raisons assez similaires. À Atlanta, comme je disais, on va chercher un autre moyen d'entourer Trae Young, on voit que Dejounte Murray ça fonctionne pas, donc on cherche une autre option 2, même si Jerami Grant évolue un petit peu dans le même rôle et dans le même poste que Jalen Johnson, je pense que Jalen Johnson peut être décalé au poste 3 et que tu peux les faire exister ensemble, et ça peut être intéressant de voir Trae Young avec un mec comme Jerami Grant. À Dallas, bah effectivement, il y a deux joueurs qui sont très bons sur les postes arrière et qui peuvent scorer beaucoup, c'est Luka Doncic et Kyrie Irving. Jerami Grant serait parfait parce qu'il apporterait du scoring sur les postes 3-4, en tout cas sur les ailes, là où ça manque à Dallas, et en plus de ça, bah, c'est un joueur qui peut cutter, qui peut créer pour lui, qui est vraiment un team player et qui, je pense, pourrait bien se fondre dans cet effectif, surtout qu'en plus de ça, il défend, et ça, bah, ça peut être précieux pour ces Mavericks. Et enfin, je pensais encore une fois à Golden State, pour des raisons qu'on a déjà évoquées plus tôt dans ce live, parce que Curry a besoin de soutien offensif, et si tu peux apporter un petit peu de défense en plus du côté des Warriors, ça ferait pas trop mal, parce que Draymond Green est vieillissant, et on le sait, bon, les Warriors, tu leur apportes du scoring, ils sont contents. Donc ça, c'est les équipes que je propose. Dites-moi ce que vous pensez de la situation de Jerami Grant. Bon, pour Jerami Grant, c'était très serré, parce que vous êtes 52% à le voir bouger et 48% à le voir rester à Portland. Ça veut dire que vous êtes une majorité à le voir bouger. Personnellement, à cause de son contrat et parce que les Blazers ne sont pas pressés, je pense qu'il va rester à Portland, parce que les équipes, je pense qu'elles ne lâcheront pas ce qu'il faut, enfin ne voudront pas lâcher beaucoup pour un joueur qui a un contrat si long. Par contre, dans les équipes dans lesquelles vous le voyez arriver, ça va sur du 26% pour Dallas, 22% pour Golden State, 4% pour Atlanta et donc 0% ailleurs. Vous le voyez arriver à Dallas, et c'est vrai que pour les raisons que je disais, ça peut être super intéressant pour compléter le scoring de Doncic et de Kyrie Irving. Maintenant, on parle de Buddy Hield, un joueur de 31 ans qui joue aux Pacers et qui finalement est une option assez importante dans une équipe qui est prometteuse. Buddy Hield, c'est quand même un énorme shooter de loin qui a des gros pourcentages depuis le début de sa carrière. Encore une fois, il est à 39%, 39% à 3 points, il est à quasiment 46% au global. C'est assez énorme. Maintenant, voilà, on le sait, hein, c'est pas un joueur sur lequel on peut compter sur un très gros temps de jeu. Plus de 30 minutes c'est compliqué, parce que autant c'est un gros attaquant qui peut dynamiter beaucoup de choses, autant ça reste un très faible défenseur, et c'est ce qui handicape Buddy Hield depuis le début de sa carrière. Par contre, une équipe qui a besoin de scoring, d'un mec qui peut jouer en catch and shoot, créer pour lui, prendre feu et faire des gros cartons de temps en temps avec une adresse très propre de loin, pourrait être intéressé par Buddy Hield, et c'est pour ça que je parle des Cavaliers, des Lakers et des Sixers. Ce serait toutes ces équipes finalement qui ont besoin de scoring et de spacing avant les playoffs afin de densifier leur rotation, sachant que son contrat est facile à absorber, parce que c'est un contrat expirant qui s'arrête à la fin de la saison et qui est à 19 millions. Donc 19 millions, ça se trouve assez facilement finalement. Donc à voir maintenant si les Pacers veulent vraiment le transférer, et ça pourrait faire qu'il y a pas mal de chances qu'il reste à Indiana. À voir, je sais pas si les Pacers croient vraiment en lui. Ce qui est bien, c'est que avec lui, les Pacers peuvent se montrer un minimum compétitif, parce que Tyrese Haliburton arrivera toujours à le trouver, et il apportera ce spacing et ce shoot qui peut être important. Et donc, si les Pacers croient en lui, ils se disent on va en playoff, mais on a peut-être pas beaucoup d'ambition. Par contre, si les Pacers se disent la défense de Buddy Hield est peut-être un petit peu problématique, sachant que voilà, Pascal Siakam est là, c'est cool, mais maintenant il nous faut encore un autre défenseur pour constituer un autre trio avec Haliburton pour aller de l'avant, ça pourrait faire bouger Buddy Hield. En vrai, moi j'ai l'impression que cette équipe déjà des Pacers avec Haliburton, avec Pascal Siakam, et malgré les failles défensives de Buddy Hield, elle est capable de faire quelque chose de cool en playoff, elle est capable de jouer un petit peu le rôle de poil à gratter et de faire une petite surprise. Donc à mon avis, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est dans les rumeurs, que les Pacers, ils seraient pas contre transférer Buddy Hield, mais par contre qu'ils puissent en demander un prix assez élevé, en mode, ok, on le transfère, mais par contre vous allez payer le prix, parce que nous, on s'en fout de le garder, ça nous va très bien. Donc à mon avis, ça peut être la raison pour laquelle il reste. On verra si des équipes sont prêtes à payer ce prix élevé, et parmi ces équipes, je voyais notamment Cleveland, Cleveland, on les a évoqués dans d'autres transferts plus tôt, qui peuvent avoir besoin de shoot. Buddy Hield, il peut jouer au poste 2, un petit peu au poste 3 aussi. On sait que là c'est compliqué, depuis quelques saisons, de trouver le poste 3 titulaire du côté des Cavaliers. On alterne entre du Caris LeVert, du Isaac Okoro parfois, et on a du mal à trouver vraiment qui remplira ce rôle. Donc pourquoi pas imaginer un Buddy Hield jouer au poste 3, ou alors en backup, pour apporter de la dynamite derrière du Darius Garland et du
et du Donovan Mitchell dans une équipe dont la seconde unit pourra avoir besoin de scoring, donc ça peut être intéressant de le voir à Cleveland. Chez les Lakers, comme on le disait, hein, les Lakers, j'ai l'impression de parler de toute la soirée, ça peut être un très bon profil, sachant que les Lakers ont besoin de monde à peu près partout. Et chez les Sixers, effectivement, où encore une fois, on a déjà une équipe qui est performante des deux côtés du terrain, mais où Embiid a besoin de plus de scoreurs encore et de plus de spacing encore pour pouvoir être soulagé au maximum pendant les playoffs, et Buddy Hield pourrait totalement remplir ce rôle-là du côté de Philadelphie. Ok, pour Buddy Hield, là c'est compliqué, c'est du 50-50. Pour 50% d'entre vous, il va rester à Indiana, pour 50% d'entre vous, il va bouger. Donc personnellement, je le vois aussi rester à Indiana, parce que je pense que Indiana pourrait être trop gourmand pour Buddy Hield, sachant que ils en ont besoin pour maintenant, et que cette équipe, elle a besoin d'être performante le plus vite possible, et je suis pas sûr que dans un trade, ils trouvent un joueur en contrepartie qui soit aussi bon que Buddy Hield. Mais s'il devait partir, vous êtes 33% à le voir à Philadelphie et 17% à Cleveland. À Philadelphie, faut voir si Philadelphie, ils ont des tours de draft, mais comme vous le disiez dans le chat, c'est pas forcément ce qui va intéresser Indiana, dans la mesure où Indiana a besoin d'être performant tout de suite. À voir si Philadelphie voudrait se séparer de Tobias Harris, et que si, imaginons que les Pacers croient plus en Tobias Harris qu'en Buddy Hield, et que voilà, on rajoute Buddy Hield plus un autre joueur qui plaise à Philadelphie, ça fasse quelque chose. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à monter avec j'en sais rien, autour de Tobias Harris, mais je suis pas sûr que les Sixers soient prêts à faire ça. Je suis pas sûr que ce soit non plus le profil que recherchent totalement les Pacers, Tobias Harris. Donc effectivement, je le vois rester, comme 50% d'entre vous, je le vois rester chez les Pacers. Comme vous l'avez vu, depuis le début de ce live, on a quand même pas mal parlé des Sixers, on a parlé de Bojan Bogdanovic, qui pourrait potentiellement arriver à Philadelphie, on a parlé de DeMar DeRozan aussi, on a abordé la situation pour Alex Caruso, des mecs comme Evan Fournier, tout à l'heure, je me rappelle dans le chat, vous étiez certains à le vouloir à Philadelphie, et là on vient de parler de Buddy Hield, que potentiellement certains aimeraient voir à Philadelphie, en tout cas 33% d'entre vous, imaginez qu'il irait bien à Philadelphie. Et justement, Philadelphie, c'était un petit peu le pari du jour que je voulais vous présenter avec le sponsor de cette vidéo qui est The Bet, hein, vous connaissez, ça fait un moment maintenant qui sponsorise la chaîne, et quand j'ai regardé un petit peu les cotes à l'année, les cotes à long terme, je me suis dit que Philadelphie champion pour une cote de 12, pourquoi pas, ça valait le coup d'être étudié un petit peu. Alors vous savez très bien que j'aime beaucoup cette équipe des Sixers, et que quand je vais en parler là tout de suite, je fais le homer, mais je suis conscient, c'est clair que cette équipe de Philadelphie n'est pas favori, rien qu'à l'Est, on a des équipes comme Boston ou Milwaukee qui semblent devant, du côté de la conférence Ouest, on a des Nuggets, potentiellement des Clippers, potentiellement des Suns ou j'en sais rien, qui semblent encore devant aussi, n'empêche que cette équipe des Sixers, elle est bien construite autour de Nick Nurse, avec un Embiid qui est ultra dominant, un Tyrese Maxey qui commence à trouver un vrai rôle d'option 2, et justement aussi une équipe qui pourrait profiter de cette deadline pour se renforcer, et comme je le disais la semaine dernière, potentiellement faire all-in pour avoir un nouveau joueur, une nouvelle option 3, qui pourrait pousser l'équipe vers le haut, et les rendre vraiment contenders, et voilà, on parlait de Bogdanovic, on parlait de DeRozan, on parlait de Buddy Hield, toutes ces pièces qui pourraient les faire progresser, et bien sûr, je dirais pas que ça suffirait pour les Sixers pour gagner un titre, n'empêche que, déjà que actuellement, si les planètes s'alignent bien, on peut peut-être imaginer qu'il y a quelques pourcents de chances que ça gagne, mais si en plus l'équipe se renforce, et visiblement Daryl Morey, le general manager, a prévu qu'il se renforce, je trouve que cette cote de 12, elle est super intéressante, parce qu'en pariant sur les Sixers, on peut faire, on peut justement faire un x12. Donc à voir si les Sixers se renforcent, et d'ailleurs s'ils se renforcent, à mon avis, cette cote elle diminuera un peu, donc c'est peut-être le moment de miser sur eux, et sachant que vous pouvez le faire sans prendre de risques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous inscrivez sur The Bet, vous pouvez obtenir l'équivalent de votre premier dépôt en free bet jusqu'à 100€. Donc c'est pas mal ces free bets, ça peut vous permettre de faire des petits kiffs quand même, comme ça, des petits paris coup de cœur avec des grosses cotes, où vous vous dites il y a quand même pas mal de chances de les perdre, mais si je gagne c'est jackpot, et les free bets, justement il n'y a pas de risque, c'est fait pour ça. Mais quoi qu'il en soit, risque ou pas, peu importe, s'il y a un grand message en jaune en bas et un moins de 18, on sait pourquoi, c'est parce que les paris c'est totalement interdit aux mineurs, c'est parce que les paris ça peut être quelque chose de très addictif aussi, c'est pour ça qu'il faut faire ça de façon responsable, de façon raisonnable, il ne faut miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre, si on veut vraiment gagner de la thune, le mieux c'est de trouver du taf, mais une fois qu'on est bien conscient de ça, si vous voulez faire un coup, pourquoi pas avec des free bets pour Philadelphie champion et tenter de faire un x12, je me dis que la cote peut être très intéressante juste avant la deadline, avant que potentiellement elle ne baisse si Daryl Morey effectivement décide de renforcer l'équipe. Et après cette petite interlude, le prochain joueur dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Kevin Huerter. Donc Kevin Huerter qui joue au Sacramento Kings, qui est un joueur de 25 ans, qui est starter dans une équipe prometteuse, qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui confirme cette saison aussi, mais qui a peut-être encore quelques limites et quelques failles pour pouvoir aller au titre. Parce que Kevin Huerter, on le sait, c'est un catch and shooter de loin, qui marque beaucoup de points derrière la ligne à 3 points, qui peut être très bon dans le corner, mais qui manque peut-être de qualité athlétique pour défendre
défendre vraiment, même s'il compense un petit peu avec son intelligence de jeu, ses placements, son QI basket, pour s'inscrire dans une défense collective et au moins faire le minimum, c'est quand même assez limité au poste 2 d'avoir un Kevin Huerter dans une équipe de Sacramento qui, visiblement, d'ici la deadline, cherche à se renforcer en défense. Donc le contrat de Kevin Huerter qui se poursuit jusqu'en 2026 et qui est à hauteur en ce moment de 15 millions la saison, pourrait partir du côté de Sacramento. Je pense que c'est surtout Sacramento qui serait intéressé par un joueur d'une autre équipe et qui lâcherait Kevin Huerter plus quelque chose pour l'obtenir, à voir, peut-être plus un pic ou quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ce que j'aime bien, c'est que Kevin Huerter, c'est un profil qui peut aller à peu près dans toutes les équipes, quelle que soit leur situation. Si t'es dans une équipe contender, et t'as toujours un shooter en plus qui peut toujours mettre des tirs et qui peut écarter le jeu. Je sais qu'en ce moment il met pas ses tirs, mais j'ai l'impression que c'est quand même une passade, qu'il est en train de connaître une mauvaise passe, il en a déjà connu dans sa carrière, et il revient toujours, et on le voit, hein, mine de rien, il score toujours sa dizaine de points par match en 24 minutes, c'est propre, hein, franchement, c'est parce qu'il joue pas beaucoup, et même s'il est qu'à 36% à 3 points, 36% à 3 points, c'est loin d'être ridicule, sachant qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc justement, pour les autres équipes, c'est peut-être le moment de se dire, la cote de Kevin Huerter est basse, donc on peut peut-être l'avoir pour pas trop cher finalement, ou en filant quelque chose que Sacramento peut avoir, Sacramento pourrait sacrifier Kevin Huerter, sachant que dans d'autres équipes, même des équipes qui voudraient penser à une reconstruction, un Kevin Huerter pourrait être utile, parce qu'il a que 25 ans, donc à voir. Maintenant il pourrait rester à Sacramento si en échange de lui les Kings ne trouvent pas le bon joueur, donc voilà, si les Kings n'arrivent pas vraiment à trouver une équipe qui est intéressée par lui pour avoir le joueur qu'ils veulent, ça pourrait coincer, et dans ce cas-là, Kevin Huerter resterait à Sacramento, mais ce serait pas grave, juste les Kings n'auraient pas réussi à se renforcer en défense, mais je me dis que ça peut être quelque chose à étudier, et là j'ai pensé à 3 équipes qu'on voyait pas mal dans les rumeurs. Là en fait c'est surtout des équipes qu'on voit dans les rumeurs que j'ai listées, donc dans les rumeurs j'ai vu que ça parlait de Miami, de Orlando, donc 2 équipes de Floride, et de Washington. Donc à Miami, pourquoi pas encore une fois ajouter du shoot, parce qu'on sait qu'avec Jimmy Butler et Bam Adebayo il faut du shoot, Duncan Robinson est irrégulier, mais bon, ça ferait peut-être encore un autre profil de shooter qui défend pas, je suis pas convaincu, mais visiblement Miami est dans les rumeurs. Orlando, pourquoi pas aussi, hein, continuer à ajouter des joueurs de 24, 25 ans qui iraient très bien dans la timeline de l'équipe, qui ajouterait du monde sur les postes d'arrière et qui pourrait shooter, à voir qui Sacramento voudrait à Orlando, à voir qui Sacramento voudrait à Miami aussi, c'est une bonne question pour moi. Et enfin Washington, surtout parce que y a pas mal de rumeurs qui disent que Sacramento s'intéresse à Kyle Kuzma, et Kevin Huerter pourrait faire partie d'un deal pour Kyle Kuzma, donc il arriverait dans une équipe en reconstruction avec ses 25 ans, pourquoi pas. En tout cas c'est les pistes les plus chaudes en ce moment, et c'est pour ça que je parlais de Kevin Huerter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok pour Kevin Huerter, et là vous êtes 70% à le voir bouger, donc une grande majorité, et parmi cette grande majorité, vous êtes 9% à le voir à Miami, 13% à Orlando, et surtout 39% à Washington, et 9% aussi dans d'autres équipes. Donc 39% à Washington, c'est que vous imaginez tout simplement un deal de Kyle Kuzma, de toute façon il n'y a pas trop d'autres solutions, vers Sacramento. Huerter servirait surtout de monnaie d'échange. Huerter peut faire du bien à Washington parce qu'il est jeune et que c'est un joueur de 25 ans, et comme je disais, on peut peut-être compter sur lui dans une optique de reconstruction, sauf que, évidemment, que Washington, c'est pas par Huerter qu'ils sont intéressés, peut-être le contrat pour matcher de celui de Kuzma, mais surtout par de la jeunesse et des pics de draft, donc il faudra que Sacramento lâche autre chose pour avoir Kuzma, mais effectivement, vous imaginez donc un Kuzma à Sacramento, et donc un Kevin Huerter qui irait du côté des Wizards. Donc c'est intéressant, on verra si ça se confirme quand on parlera de Kyle Kuzma juste après, et je spoil, ça va être très vite. Kyle Kuzma maintenant, je vous avais dit qu'on en parlerait vite, j'ai pas menti, donc un joueur de 28 ans qui est option 1 des Wizards, une équipe qui est en totale reconstruction, et où le pauvre il est dans un marasme où on sait pas du tout ce qui se passe dans cette franchise. On sait que seul Bilal Coulibaly est le joueur est intransférable, tout le reste peut bouger, et on comprend parce qu'on a l'impression que cette équipe de Washington, elle a été construite avec les pieds un petit peu, heureusement qu'il y a Bilal pour imaginer la suite. Donc on imagine que du côté de Washington ça va rechercher des prospects et des pics, et pour faire ça, Kyle Kuzma pourrait être une monnaie d'échange intéressante. Kyle Kuzma, on le connaît, hein, c'est un joueur surtout scoreur, hein, c'est sa qualité numéro 1, qui est un créateur pour lui, qui joue en ISO, qui de plus en plus quand même arrive à créer aussi pour les autres et à lâcher la balle. Il le faisait moins en début de carrière, mais maintenant il tourne quand même à plus de 4 passes par match, c'est propre, qui peut prendre quelques rebonds aussi et marquer sa vingtaine de points sans forcer, hein, il est capable de faire ça, en tout cas en tant qu'option 1, et même s'il est relégué en tant qu'option 2 ou option 3, il peut mettre 14-15 points par match. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que
Alors je vais pas jusqu'à aller dire que c'est un bon défenseur ou un excellent défenseur, mais j'entends souvent dire qu'il est catastrophique, et c'est vrai que depuis qu'il est à Washington, sa défense est assez catastrophique, mais je trouve que sa défense est quand même souvent sous-cotée, dans la mesure où c'est un joueur qui a de vrais outils, mine de rien, qui a déjà montré avec les Lakers qu'il pouvait switcher, qu'il pouvait utiliser sa longueur, et qu'il pouvait faire de bonnes choses, et effectivement je suis pas tout à fait d'accord avec tous ceux qui pensent que Kyle Kuzma est un trou noir défensif. Je dis pas, encore une fois je répète, je dis pas que c'est un crack, loin de là, mais c'est pas forcément un joueur qui va pénaliser l'équipe dans laquelle il va arriver dans ce domaine. Donc maintenant Kuzma, c'est un contrat qui actuellement était équivalent à 25 millions par saison et qui va aller jusqu'en 2027. Un petit peu comme pour Jerami Grant, les équipes qui vont être intéressées par Kuzma, c'est celles qui ont besoin d'options 2-3 au scoring qui viendront des ailes. Et pour l'avoir, par contre, il va falloir lâcher de bonnes choses, je pense, pour Kyle Kuzma. Pour moi, le minimum pour l'avoir, c'est de lâcher un bon prospect déjà, je dis pas juste un prospect prometteur, mais un prospect qui a déjà fait au moins un tout petit peu ses preuves en NBA, un premier tour de draft, ça aussi c'est un minimum, en fonction de s'il est bien placé ou pas, peut-être que la valeur du prospect peut changer un peu, et bien sûr des contrats pour matcher son salaire, qui si possible seront expirants, donc il va falloir que des équipes puissent lâcher ça à Washington, à mon avis, si elles veulent espérer un Kyle Kuzma, donc à voir maintenant si Washington va vraiment le transférer, parce que vu que son contrat va jusqu'en 2027, un petit peu comme pour Jerami Grant et les Blazers, ils sont peut-être pas pressés. Si aujourd'hui ils ont pas l'offre qu'ils veulent, et ils essaieront l'année prochaine, peu importe, ou ils essaieront cet été. Les Wizards, ils ont aucun intérêt à précipiter ça si les équipes avec lesquelles ils discutent ne proposent pas l'offre qu'ils veulent. Donc c'est aussi pour ça que Kuzma pourrait rester. Mais maintenant on a des équipes comme Dallas, Golden State et Sacramento qui pourraient être très intéressées. Dallas, on l'a dit, en fait c'est un petit peu toutes les équipes qui ont manqué Pascal Siakam, mais qui pourraient toujours être intéressées par un ailier fort, pas tout à fait dans le même profil, c'est certain, mais qui ont besoin de monde à ce poste. À Dallas, ça compléterait, on l'a dit, comme pour Jerami Grant par exemple, le scoring de Doncic et de Kyrie Irving en apportant du scoring à un autre poste, et tout ça c'est pas mal, sachant qu'en défense je pense pas que ça pénalise l'équipe, même si ça apportera pas de bonnes choses. Quand Dallas a peut-être besoin de défenseurs, mais bon, peu importe, c'est encore une autre histoire. C'est quand même un joueur qui est pas All-Star, mais qui est pas très loin du niveau All-Star, Kyle Kuzma, donc ça peut être une bonne chose pour entourer Doncic. On a les Warriors qui, évidemment, on l'a dit plein de fois aujourd'hui, ont besoin de scoring pour soutenir Curry, donc Kyle Kuzma pourrait faire du bien. Et on a des Kings, à voir comment ils l'utiliseraient et qui ils enverraient ailleurs. Keegan Murray peut jouer au poste 3, Kyle Kuzma au poste 4, à voir comment ça peut cohabiter ces deux-là. C'est beaucoup annoncé à Sacramento, Kyle Kuzma. Peut-être que les Kings sont très intéressés. Le fit, je le vois pas parfaitement. Il faudrait voir aussi ce qu'ils font d'Harrison Barnes, qui j'imagine partirait dans ce deal. Mais bon, j'ai parlé des Kings parce que visiblement ils sont assez intéressés. Il y a peut-être quelque chose que je vois pas dans l'arrivée de Kuzma à Sacramento. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, pour Kyle Kuzma, c'est très serré. Déjà, vous êtes nombreux à le voir partir parce que vous n'êtes que 23%. Il imaginait rester à Washington. Donc pour vous, même si Washington n'est pas pressé, il va aller dans une autre équipe. Et là, ça s'est tapé entre les Warriors et les Kings, parce que vous êtes 23% à le voir arriver aux Warriors, 23% chez les Kings, 18% à Dallas et 14% à le voir ailleurs. Donc vraiment, Kuzma, j'ai l'impression que selon vous, tous les avenirs sont possibles, vous l'imaginez partout. Donc on va débriefer un petit peu sur les Warriors et les Kings, vu que c'est les deux équipes dans lesquelles vous le voyez plus arriver. Aux Warriors, on va pas en faire des tonnes, je pense que vous avez compris, c'est juste pour apporter une option supplémentaire au scoring à Stephen Curry. Kyle Kuzma peut le faire. Sacramento, c'est une équipe, vous le savez, qui est très intéressée par son profil, parce qu'on pense qu'il peut compléter Fox et Sabonis. Pourquoi pas? C'est vrai que dans le profil offensif, il est polyvalent. Le problème, c'est qu'à mon sens, cette équipe de Sacramento, d'ici les playoffs, a surtout besoin de se renforcer en défense au poste 4 pour compenser les moments où Domantas Sabonis peut être ciblé. Je suis pas sûr que, même si je disais que Kyle Kuzma n'était pas un défenseur catastrophique, c'est pas lui qui va non plus porter ton équipe en défense et améliorer le niveau défensif. Donc à voir. Je suis pas convaincu par Kyle Kuzma à Sacramento, mais vous le voyez bien là-bas. Donc pourquoi pas, et peut-être que c'est moi qui me trompe complètement sur ce que Kuzma peut apporter aux Kings. Joueur suivant pour aujourd'hui, un gros joueur, et vous allez le voir là d'ici la fin de live, on a quelques gros noms qui arrivent, et donc le prochain c'est Zach LaVine. Zach LaVine qui a 28 ans, et qui a déjà été All-Star dans sa carrière, et qui est un peu comme DeRozan, est une option 1 ou 1 bis, un joueur majeur en tout cas d'une équipe qui est complètement à la dérive, une équipe de Chicago qui sait plus du tout où elle va, et un Zach LaVine qui certes n'est pas un bon défenseur, qui en ce moment ne montre pas grand chose parce qu'il est un petit, il est pas vraiment impliqué, on sent qu'il est complètement ailleurs et qu'il imagine déjà son départ des Bulls, son transfert déjà, on sait en tout cas que les Bulls cherchent à le transférer, mais le problème, et c'est une des raisons pour lesquelles il pourrait rester à Chicago, c'est que de ce que je comprends en ce moment, sa valeur est assez proche de zéro, parce que là, en tournant à moins de 20 points par match, il est capable de faire beaucoup mieux, d'habitude c'est du 25 points par match, mais là, vu que il est pas dedans cette saison, et vu qu'il en a marre, ça se voit, d'être à Chicago, il est à moins de 20 points par match, chose qui n'était pas arrivée depuis un moment, il a une sélection de shoot qui n'est pas la plus propre du monde, une grosse irrégularité qui va dépendre de son humeur
entraîneur et de sa motivation, et ça fait que justement sa valeur et sa cote sont vraiment en baisse, et c'est une des raisons pour lesquelles il pourrait rester à Chicago, parce qu'en plus de ça, il a un gros contrat, et je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui seraient prêtes à lâcher suffisamment à Chicago pour que Chicago lâche Zach LaVine. Et pourtant, peut-être qu'il pourrait faire du bien à quelques équipes. Son contrat, c'est vrai que je l'ai pas dit, il court jusqu'à 2027, et c'est du 40 millions la saison là en ce moment, donc c'est assez dingue, hein. Il va falloir trouver les salaires qui matchent, sans non plus dépouiller l'équipe, donc c'est compliqué, et je me dis, les cibles, elles peuvent être variées, soit une équipe qui croit en lui, potentiellement, pour essayer de step up, qui a besoin, qui est peut-être à la limite des playoffs, et qui a besoin d'un plus pour step up, soit une équipe qui se dit, on peut faire quelque chose de playoff, mais avec un joueur comme Zach LaVine, en plus de ça, on pourrait aller plus loin. Ça, ce serait plutôt les Lakers dans mes propositions. Les Nets, ce serait l'équipe qui est un peu à la lutte pour les playoffs, et qui a besoin d'essayer de les assurer, et pour lesquels Zach LaVine pourrait faire du bien. Ou alors, encore, une équipe en totale reconstruction, qui en a marre d'être au fond, et qui aimerait enfin avoir un joueur de qualité, et c'est pour ça que je pensais aux Pistons aussi, et c'est vrai que de temps en temps, j'ai vu que Zach LaVine était annoncé à Détroit, qui pourrait vouloir d'un joueur comme lui, hein, qui a 28 ans, qui dans une situation comme les Pistons serait vraiment l'option 1, serait amené à scorer beaucoup et avoir la balle, et pourrait peut-être gagner des matchs dans cette équipe de Détroit, et apporter un petit peu de bonheur aux fans, ce qui ferait déjà du bien. Donc aux Lakers, vous l'avez compris, ce serait encore une fois pour apporter du scoring à côté de LeBron, et justement apporter des solutions offensives supplémentaires qui peuvent créer afin d'étirer un petit peu plus les défenses. Et du côté de Brooklyn, ce serait avoir peut-être un vrai franchise player, parce que Michael Bridges, malgré sa grosse fin de saison l'an passé, a du mal à confirmer cette saison honnête, même s'il reste très bon. On sait pas vraiment si, quand tout le monde est là, l'option 1 c'est Michael Bridges ou Cam Thomas. Cam Thomas a des limites défensives qui sont sûrement encore plus importantes que Zach LaVine, sachant que Zach LaVine est un joueur plus accompli que Cam Thomas, bien évidemment. Cam Thomas qui sort du banc et un Zach LaVine qui deviendrait le franchise player des Nets pour essayer d'accrocher les playoffs, ça peut avoir du sens. En tout cas, c'est les équipes que j'entends le plus et qui me paraissent les plus cohérentes. En tout cas, j'ai essayé aussi de prendre 3 profils d'équipe, donc vous allez me dire ce que vous en pensez pour Zach LaVine. Ok, pour Zach LaVine, c'est assez clair, vous êtes 57% à penser qu'il va rester aux Bulls, et je suis assez d'accord avec vous, parce que je pense que Chicago, finalement, même si je pense que les Bulls doivent reconstruire, ils devraient mieux transférer des joueurs comme Alex Caruso et DeMar DeRozan qui ont de la valeur en ce moment, plutôt qu'un Zach LaVine, et essayer de garder un Zach LaVine, même s'il veut partir, mais le mettre, de toute façon il y a le temps, son contrat est long, et essayer justement de le mettre comme seul joueur qui aurait un peu de talent, mais pas de talent, je suis méchant, mais seul gros joueur dans cette équipe de Chicago, pour essayer qu'il marque des points, de le remettre un petit peu en avant, essayer qu'il soit un petit peu plus impliqué et en récupérer plus tard. Donc voilà pourquoi je pense que Zach LaVine va rester à Chicago, comme 57% d'entre vous. Et ceux qui pensent qu'il va bouger, vous êtes 10% à le voir aux Lakers, 14% aux Nets, 19% ailleurs, donc voilà, vous avez parlé de pas mal d'équipes, mais effectivement, la tendance selon vous va sur le fait que Zach LaVine ne bougera pas, et je pense que son contrat est compliqué, et aucune équipe ne voudra lâcher beaucoup pour un contrat comme celui de Zach LaVine, dont la valeur est au plus bas actuellement. Donc Karnišovas ferait peut-être une connerie de le lâcher maintenant en se précipitant pour le transférer au moment où sa valeur est le plus basse, donc peut-être qu'il pourrait rester, Zach LaVine, effectivement. On parlait de gros joueurs, on continue, l'ordre alphabétique nous fait évoquer le cas de Dejounte Murray, qui effectivement est un des noms les plus chauds, les plus souvent cités pour la trade deadline, et on comprend pourquoi, parce que c'est un joueur talentueux, qui a 27 ans aujourd'hui, qui est en plein prime, et qui en ce moment à Atlanta est dans une situation compliquée, parce qu'il est relégué option 2 derrière Trae Young, et Dejounte Murray est un joueur qui a besoin de beaucoup porter la balle, Trae Young est un joueur qui a besoin de beaucoup porter la balle, Trae Young à Atlanta passe en priorité, et malgré la défense de Dejounte Murray, on voit que ces deux joueurs ne sont pas complémentaires, et pourtant on voit à quel point Dejounte Murray est quand même un joueur important, c'est un créateur pour lui et pour les autres, qui peut être présent des deux côtés du terrain, qui est très complet, qui tournait, qui a fait pas mal de triple-double quand il était aux Spurs, et qui tournait à des stats proches du triple-double en moyenne sur la saison, qui en plus de ça, je trouve, depuis 2-3 ans, en tout cas depuis son arrivée à Atlanta, a fait de gros progrès au shoot, mais le souci, comme je dis, c'est qu'il ne faut pas le mettre à côté d'un autre joueur qui a besoin du ballon pour exister, sinon les deux se marchent sur les pieds. Donc les équipes qui pourraient être intéressées par son profil, évidemment, c'est les équipes qui sont en recherche d'un poste 1 de très haut niveau, donc à voir ce que voudront les Hawks. Pour moi, la raison pour laquelle il partirait d'Atlanta, ce serait que l'équipe des Hawks soit trop gourmande. Son contrat, il va jusqu'en 2028, il a été re-signé récemment, il a une player option en plus de ça, Dejounte Murray, il a été re-signé cet été, donc pour l'instant, c'est 18 millions seulement qu'il faut matcher au niveau salaire avant son extension qui commencera l'année prochaine et qui, elle, sera assez grande.
Donc voilà pour l'avoir maintenant. C'est vrai que j'ai pas parlé de son prix. Je pense qu'il va falloir lâcher pas mal. Il faut un prospect, je pense, de qualité au moins correcte, un first qui sera nécessaire, je pense, dans tout trade de Dejounte Murray, et des role players de qualité qui peuvent agir à Atlanta tout de suite, parce que Atlanta, je pense, n'ira pas tanker avec un triangle dans l'effectif. Donc il faut de la jeunesse, il faut des role players de qualité, peut-être des contrats expirants, de l'avenir aussi, donc beaucoup de choses pour Dejounte Murray, et les équipes le savent, hein, pour l'avoir, elles vont devoir mettre pas mal de jetons sur la table, et je pense que Dejounte Murray peut en valoir le coup. Et donc dans les équipes qui sont souvent citées, il y a les Lakers, on va pas revenir dessus, D'Angelo Russell, on en parlera encore une fois plus tard, n'est peut-être pas l'homme de la situation du côté de LA, même si en ce moment il est très bon. Les Knicks, effectivement, qui peuvent, qui sont souvent dans les rumeurs. J'avoue que j'avais du mal à imaginer la complémentarité entre Jalen Brunson et Dejounte Murray, parce que j'ai l'impression que les deux ont beaucoup la balle, et puis après j'y ai réfléchi un peu, et je me suis dit, en fait, Jalen Brunson, il a été très bon aussi du côté de Dallas, il a commencé à percer quand il jouait aux côtés de Luka Doncic, il a montré qu'il pouvait jouer avec un autre porteur de balle, même s'il a montré qu'il était bien meilleur quand Doncic était blessé en playoff, et c'est là qu'il a vraiment percé, hein, Jalen Brunson. Voilà, enfin moi je suis pas trop convaincu par l'idée de Dejounte Murray à New York, mais apparemment pas mal de rumeurs l'y envoient. Il y a même une rumeur qui disait que les Knicks étaient prêts à faire une offre Quentin Grimes plus Evan Fournier plus un premier tour. Donc ouais, apparemment les Knicks sont chauds, à voir si ça se fait ou si c'est que des rumeurs. L'autre rumeur c'était plutôt autour de D'Angelo Russell du côté des Lakers, mais les Hawks ne voudraient pas de D'Angelo Russell, donc il faudrait trouver une troisième équipe, alors que les Hawks pourraient être prêts à accepter Austin Reeves, mais les Lakers ne voudraient pas lâcher Austin Reeves, donc on voit que ça coince. Et enfin, si ça coince partout, pourquoi pas les Spurs? On sait que Dejounte Murray est très apprécié de Greg Popovich, c'est là-bas qu'il a commencé à percer, ce serait un retour à San Antonio dans une équipe qui a vraiment besoin d'un créateur, hein, pour épauler Victor, tout simplement, un joueur intelligent, qui a de l'expérience, qui, comme je disais, a progressé au shoot, et qui apporterait vraiment un certain playmaking qui serait nécessaire dans cette équipe de San Antonio. Et même si c'est pas le plus jeune, s'il ne serait pas le plus jeune de l'équipe, il aurait 27 ans, donc on peut imaginer qu'il peut avoir aussi un projet d'avenir autour de Dejounte Murray et Victor Wembanyama, et voilà pourquoi, selon les dernières rumeurs, les Spurs pourraient être intéressés pour son profil, et je trouve pas ça inintéressant. Ok, pour Dejounte Murray, vous êtes 13% seulement à le voir rester à Atlanta, donc pour vous, il y a de très grandes chances que ça bouge, et je pense que ça va bouger, je pense que c'est le plus gros nom qui va bouger, Dejounte Murray, et 44% d'entre vous le voient aux Lakers, 31% d'entre vous le voient aux Spurs, personne ne le voit à New York, parce que visiblement vous comprenez pas le fit, tout comme moi, malgré la rumeur qui disait que les Knicks avaient fait une offre, et 13% d'entre vous le voient ailleurs, donc on va parler surtout des Lakers, parce que vous le voyez là-bas, et effectivement ce serait un meneur qui, contrairement à D'Angelo Russell, peut apporter des deux côtés du terrain, qui en plus de ça pourrait avoir toute liberté à la création, même s'il faudra qu'il partage la balle avec LeBron, c'est beaucoup plus facile de partager la balle avec LeBron, je pense, que ce que ça l'est de partager le ballon avec Trae Young, et clairement qui peut être une vraie option 3 pour apporter une espèce de triangle avec AD en intérieur, LeBron sur les ailes, Dejounte Murray meneur. Ça peut être assez excellent, ça peut correspondre au jeu de Dejounte Murray, qui en plus sera performant dans tous les secteurs et permettra aux Lakers d'avoir une défense toujours aussi performante tout en progressant en attaque, et même en progressant en défense par rapport à D'Angelo Russell. Maintenant le problème il est là, Atlanta ils veulent probablement pas de D'Angelo Russell, en tout cas c'est ce que les dernières news disent, les Lakers ne veulent pas lâcher Austin Reeves, donc Dejounte Murray aux Lakers, pourquoi pas, c'est possible, mais à condition de trouver une troisième team. On parlait peut-être de Spencer Dinwiddie qui partirait, lui, avec les Nets qui arriverait. Spencer Dinwiddie, lui, partirait du côté d'Atlanta, et D'Angelo Russell reviendrait aux Nets. Ça peut être l'idée pour que Dejounte Murray parte aux Lakers. C'est vrai que ça peut être une piste à suivre et qui pourrait avoir du sens. Mon coup de cœur, ce serait les Spurs, évidemment, mais je sais pas si c'est la piste la plus probable à l'heure actuelle. Donc pour vous, Dejounte Murray aux Lakers, et je trouve que c'est assez cohérent. Maintenant, on va parler de Chris Paul. Je pense que lui aussi fait partie des joueurs qui peuvent pas mal bouger justement dans les prochaines semaines. Chris Paul, joueur de 38 ans, on le connaît, le point god, une ancienne légende, qui aujourd'hui est 6ème homme dans une équipe des Warriors qui peine vraiment à avoir des résultats et à monter au classement, avec un Stephen Curry qui, évidemment, comme tout le monde, vieillit, mais c'est pas le problème de l'équipe. Le problème, c'est que même s'il vieillit, personne n'arrive à l'entourer convenablement, et un Chris Paul qui, finalement, même si je me disais qu'il pouvait soulager Curry pour porter un petit peu la balle, est dans un rôle de 6ème homme, et même s'il apporte toujours son playmaking, je suis pas sûr que c'est vraiment de ça qu'il y ait besoin actuellement à Golden State. Il y a besoin de points, parce que Klay Thompson ne met pas ses tirs, et parce qu'il est pas assez régulier, parce que Wiggins pour l'instant est dans un autre monde, et Chris Paul n'est pas un scoreur, et même si du playmaking
comme Chris Paul peut l'apporter, ne fait pas de mal à cette équipe des Warriors. Le problème, c'est ce que Chris Paul n'apporte pas dans le, dans le secteur numéro 1 dans cette équipe, dans lequel cette équipe de Golden State a besoin, le scoring. Donc voilà pourquoi Chris Paul pourrait bouger, parce que Golden State a besoin de se mettre un grand coup de fouet et de bouger. Et ce qu'on voit, c'est que Chris Paul, même si effectivement il commence à être rincé, qu'il est devenu de moins en moins vif pour créer pour lui et pour accéder à ses spots préférentiels, notamment pour scorer en mid-range, il le fait de temps en temps, mais avec beaucoup moins de facilité qu'à l'époque. Mais comme je disais, ça reste un joueur porteur de balle, un chef d'orchestre, qui a toujours ce côté maestro, ce côté bonne vision de jeu, qui perd très peu de ballons, hein. Regardez, plus de 7 passes décisives par match et à peine 1,2 ballons perdus, c'est un excellent ratio, c'est un mec qui peut apporter de la propreté et de la justesse dans pas mal d'équipes qui ont besoin de ça au poste 1, et ça je me dis que ça peut être intéressant. Toutes ces équipes qui peuvent être en recherche d'un meneur vétéran, soit pour aller en playoff, soit pour former les jeunes, finalement il y a pas mal de profils d'équipes qui peuvent correspondre à ça, ça pourrait plaire aux Warriors, ou alors toutes les équipes qui ont un joueur qui peut plaire aux Warriors, et pour lesquels il faudra envoyer le contrat de Chris Paul pour matcher le salaire, parce que le contrat de Chris Paul qui est expirant, en fait en gros il va jusqu'en 2025, mais la deuxième année n'est pas totalement garantie, donc il peut être considéré comme un contrat expirant qui s'arrête à la fin de l'année. C'est 30 millions, mais c'est 30 millions expirants qui peuvent permettre aux Warriors potentiellement d'obtenir un bon joueur. Donc voilà, je vous ai mis dans les équipes potentiellement intéressées, parce que je sais très bien que ces équipes ont pas forcément de quoi matcher le salaire de Chris Paul, mais il faut se rendre compte que c'est aussi un joueur qui peut être transféré dans une équipe qui n'aura pas forcément besoin de lui, mais qui apporterait aux Warriors un joueur qu'il veut, et que Chris Paul ensuite soit buyout. Donc ça c'est une possibilité. Et si les buyout par exemple, est-ce qu'il pourrait pas aller dans des équipes comme le Miami Heat que j'ai mis, les Minnesota Timberwolves, ou alors via un trade ou via un buyout du côté de San Antonio. Dans toutes ces équipes, je trouve que ça a du sens. San Antonio, j'en fais pas des masses, on vient d'en parler juste avant avec des jeunes Témérés, c'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout le même âge, mais Chris Paul qui apporterait vraiment une science du jeu, qui apporterait un petit peu d'organisation dans ce jeu des Spurs, qui en a vraiment besoin, et qui pourrait délivrer des très bonnes passes à Victor en jouant le rôle un petit peu de mentor auprès de Victor. On sait que Chris Paul c'est un très bon mentor avec les jeunes, mais ça pourrait être cool. En tout cas j'aimerais bien, ça n'en parle pas trop dans les rumeurs, mais ça c'était un petit coup de cœur aussi, donc voilà pourquoi j'en parle. Un Chris Paul sur le marché des buyouts qui irait à Miami, ça aurait du sens, hein, parce que même si avec l'arrivée de Terry Rozier on a réussi à combler les failles qu'il y avait au poste de meneur avec Kyle Lowry, il n'y a toujours pas de backup du côté de Miami. On sait à quel point Eric Spoelstra arrive à gérer avec les vétérans, et là il a gardé Udonis Haslem des années, Jimmy Butler n'est plus tout jeune, Kevin Love s'est fait une deuxième jeunesse à Miami, Chris Paul dans une équipe comme le Heat, s'il veut avoir des ambitions, ça peut être intéressant. Et du côté de Minnesota, c'est pareil, parce que j'ai l'impression qu'on cherche pas grand chose. Du côté de Minnesota, cette équipe tourne bien, elle joue les premiers rôles dans la conférence Ouest, mais Mike Conley n'est plus tout jeune, et les Wolves sont toujours une des équipes qui perd le plus de ballons en NBA, parce que derrière Mike Conley, Jordan McLaughlin n'est peut-être pas le meneur backup qu'il faut, et d'autant plus en playoff. Donc Chris Paul, si tu le mets backup de Mike Conley, ok, ça fait deux meneurs vieux, mais justement tu peux les faire jouer 24 minutes chacun, tu fais du 24-24, ça change les profils. Chris Paul peut amener son playmaking, si t'as besoin de plus de défense, tu peux mettre Mike Conley, ou un peu plus de scoring, tu peux mettre Mike Conley. C'est pas la panacée d'avoir deux meneurs vieux comme ça, mais je trouve que ça apporte toujours une solution de secours qui serait meilleure que celle de Jordan McLaughlin. Donc dites-moi, vous, ce que vous pensez de Chris Paul. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va aller dans une de ces trois teams, ou alors est-ce qu'il va aller ailleurs? Ok, pour 59% d'entre vous, donc la grande majorité, Chris Paul va rester à Golden State, et là encore une fois, je vous rejoins. 30 millions à matcher, c'est beaucoup. Je pense que Chris Paul aurait pu être utilisé dans un trade par exemple pour faire venir Pascal Siakam ou un gros joueur comme ça, mais Indiana leur est passé devant. En tout cas Golden State n'a pas réussi à rafler la mise, et après moi je veux bien qu'il aille dans un buyout, et en fait dans les trois équipes que j'ai citées je trouvais que ça avait du sens, hein, San Antonio, Miami et Minnesota. D'ailleurs pour vous, 23% d'entre vous le voyez à San Antonio, 9% à Miami, 0% d'entre vous à Minnesota. Vous ne voyez pas cette paire de meneurs âgés de 37 ans de moyenne d'âge, ça va être 36 ans Conley, 38 ans Chris Paul, je comprends aussi, et 9% donc ouais, vous le voyez ailleurs. Et effectivement, même si j'aimerais bien le voir ailleurs, Chris Paul, je suis pas sûr que les Warriors arrivent à en faire quelque chose, parce que voilà, comme je disais, même un buyout, il va falloir déjà avoir un buyout qui est un trade. Je ne suis pas sûr que les Warriors le buyout, il peut toujours servir dans le playmaking en playoff. Et est-ce qu'il y aura un trade entre une équipe qui va le couper par exemple, et qui aurait un joueur qui plairait aux Warriors et les Warriors? Pas sûr. Donc Chris Paul qui resterait aux Warriors, je vous rejoins aussi. Je pense que Chris Paul, ça reste à Golden State. Avant-dernier joueur pour aujourd'hui, D'Angelo Russell, qui actuellement joue aux Lakers, et c'était vraiment sur une phase ascendante, hein. Là ça fait au moins 2 semaines qu'il est costaud. On a vu, il a mis un gros shoot clutch, un gros shoot clutch face à Golden State. Non, D'Angelo Russell qui est très bon en ce moment, qui en plus de ça est censé être en plein prime à 27 ans, même s'il a été meilleur avant, hein. On l'a vu, hein, finalement, ses meilleures années c'était du côté de Brooklyn, mais finalement à 27 ans on peut dire que il est pas censé régresser, donc il peut encore retrouver son niveau, et ce qu'on voit c'est que la majeure partie
partie du temps, D'Angelo Russell, c'est un titulaire d'une équipe ambitieuse, mine de rien, même s'il a passé un petit peu de temps sur le banc, mais ça lui a fait du bien, parce que quand il est revenu, il a été excellent. Maintenant, le problème, c'est que du côté des Lakers, qui a quand même construit ses succès récents, notamment depuis 2020, grâce à sa défense, bah c'est pas un joueur qui peut apporter, c'est pas un défenseur du tout, D'Angelo Russell. Et il a ni les outils, ni la mentalité, ni l'implication, ni l'envie, ni la technique, et c'est compliqué. Et ça fait que j'ai l'impression que du côté de LA, il est un petit peu devenu indésirable. On veut certes, on veut un meneur qui peut scorer, mais peut-être avec plus de régularité que D'Angelo Russell, même s'il le fait bien en ce moment, mais surtout qui peut défendre plus. Et surtout, vu qu'il commence à mettre des points et qu'il commence à faire quelques cartons ces derniers temps en se montrant clutch et en se montrant important, peut-être que les Lakers peuvent en profiter de se dire ça y est, sa cote est un peu haute, il montre à quel point il peut être bon, avant que sa cote redescende, parce que maintenant nous on sait ce qu'il vaut, ça fait un moment qu'on l'a et ça fait un moment qu'il est irrégulier, profitons de cette bonne phase juste avant la deadline pour essayer d'en récupérer le maximum et d'essayer d'avoir un joueur qui nous plaît, parce que même si c'est un joueur qui est irrégulier, ça reste quand même un scoreur et un playmaker de qualité qui peut faire pas mal de choses, j'allais dire sur le terrain, mais surtout en attaque, parce que voilà, en 30 minutes par match, c'est un joueur qui tourne à 17 points par match, qui actuellement tourne à plus de 20 points par match, qui est excellent, qui a quand même des bons pourcentages, 48% au global et 42% à 3 points, c'est propre, plus de 6 passes par match aussi, ça montre à quel point il peut être playmaker. Le problème, c'est que d'un match à l'autre, tu sais pas ce qu'il va apporter, parce que des fois, il va être super percutant pendant 1, 2, 3 semaines de suite, comme c'est un peu le cas en ce moment, et des fois, tu vas plus le voir, et ajoutons ce côté où il devient invisible parfois à son manque de défense, et ça fait beaucoup, et je comprends pourquoi les Lakers peuvent essayer de le transférer. Donc lui, son contrat va jusqu'en 2025 avec une team option, c'est 17 millions la saison, donc en plus c'est assez facile à matcher, et je pense que les cibles seront surtout des équipes qui ont des joueurs qui intéressent les Lakers, parce que il n'y a pas forcément d'équipes, j'ai l'impression, qui sont intéressées par D'Angelo Russell. Par contre, on en parlait juste avant avec Atlanta, par exemple, il pourrait arriver à Atlanta si Dejounte Murray peut aller aux Lakers, et toutes ces équipes, les Lakers on les a beaucoup citées, donc si les Lakers veulent faire des trades, ça peut être des équipes dans lesquelles D'Angelo arrive. Si j'ai mis les Bulls aussi par exemple, c'est que dans un potentiel trade de DeRozan ou je sais pas, de Caruso, de Lavine, D'Angelo Russell pourrait très bien aller aux Bulls. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces équipes, et à celle-là j'ai rajouté Brooklyn. Imaginez peut-être un retour à Brooklyn, ça pourrait être intéressant. J'ai pas parlé de son prix, je pense que le prix ce sera surtout de faire matcher les salaires, et après en fonction de qui on obtient en retour, on file des seconds tours ou peut-être des pick swaps pour équilibrer d'un côté ou de l'autre, à voir, mais je pense que il y a surtout besoin de matcher les salaires. Et si je parlais de Russell du côté de Brooklyn, c'est un petit peu pour les mêmes raisons que je parlais d'autres joueurs, que j'imaginais aux Nets, dans la mesure où Michael Bridges n'est peut-être pas le franchise player offensif que les Nets ont besoin d'avoir, parce que même si Michael Bridges est un très bon two-way player, c'est peut-être pas une option 1. D'Angelo Russell, on se rappelle de ses très bonnes années du côté des Nets, il peut faire du bien à cette équipe, apporter un petit boost offensif et les aider à accrocher les playoffs. Je pense que D'Angelo Russell, il peut être bon dans un rôle comme ça, dans une équipe un petit peu outsider, qui est pas du tout attendue, comme c'était le cas déjà quand il était à Brooklyn, et qui arrive à construire un bon collectif, une bonne alchimie, et dans laquelle il peut être l'option 1. Ça peut l'aider à relancer sa carrière, et voilà pourquoi, en plus des Hawks et des Bulls qui, eux, pourraient recevoir D'Angelo Russell plutôt pour matcher les salaires, Brooklyn, eux, pourraient peut-être être intéressés à l'idée de lâcher des role players qui peuvent intéresser pas mal de teams, et notamment les Lakers, comme Dorian Finney-Smith ou Royce O'Neal, pour récupérer D'Angelo Russell et essayer d'en refaire un bon joueur de basket qui a de la valeur. Ça peut être intéressant à suivre. Ok, pour D'Angelo Russell, vous êtes seulement 16% à le voir rester aux Lakers, donc 84% à le voir bouger, et parmi les 84%, vous êtes la moitié, donc 42% au global, à le voir arriver à Brooklyn. Je vais pas en faire des tonnes, je viens d'expliquer pourquoi je pense que D'Angelo Russell à Brooklyn c'est une bonne idée. Je sais pas si vous y pensiez aussi, ou si mes arguments vous ont convaincu, mais ça peut être kiffant, le voir retourner aux Nets, c'est des Nets qui trouveraient en plus de ça des joueurs qui plairaient aux Lakers, alors que les Lakers en plus de ça ont l'air très vendeurs pour D'Angelo Russell. Ça aurait du sens, et je pense aussi que ça peut arriver. Non seulement c'est un coup de cœur, et je pense que c'est très faisable. Je veux bien mettre une piécette également sur D'Angelo Russell à Brooklyn. Et donc aujourd'hui, on finit avec Andrew Wiggins. Vous le voyez ici, c'est le dernier visuel avec les trois équipes dont on parlera tout à l'heure ensuite, avec ses stats qui sont assez catastrophiques, ça aussi on va l'évoquer. Et donc Andrew Wiggins qui est titulaire au poste 3 dans une équipe des Warriors qui se veut ambitieuse mais qui est un petit peu à la dérive en ce moment, et un joueur qui, pareil que D'Angelo Russell, a 28 ans et qui serait censé être en plein prime, mais qui actuellement est complètement à côté de ses pompes et réalise tout simplement sa pire saison en carrière, et qui je pense a vraiment besoin d'un nouveau départ pour tout repartir de zéro le plus vite possible, avant qu'il s'enfonce et qu'il s'enquisse dans une mauvaise dynamique et qu'il ne puisse pas ensuite relancer sa carrière. Donc à mon avis, il faut que Wiggins bouge au plus vite, parce qu'on le sait, et on l'a vu encore récemment, notamment lors du titre en 2022 par Golden State, quand il est en confiance et quand il est bien dans ses pompes, Andrew Wiggins, ça peut être un two-way player
peut-être pas d'élite, mais quand même pas loin, hein, qui peut agir sur, qui peut scorer quand même sa vingtaine de points par match, et qui peut aussi défendre sur la star adverse, ou le meilleur ailier adverse, et c'est déjà cool, mais le problème c'est que quand il est pas dans cette dynamique, qui n'est arrivé que trop rarement dans sa carrière, c'est aussi un joueur soft, qui est peu agressif, et on se rappelle, hein, à un moment dans sa carrière, il y avait eu des doutes et des questions sur le fait, est-ce qu'il aime vraiment le basket et la compétition, et tout le monde peut pas être un compétiteur, bien sûr, je pense qu'il aime le basket, il n'en aurait pas fait son métier sinon, mais est-ce que c'est un compétiteur dans l'âme? C'est pas sûr, et c'est peut-être un petit peu ce qui manque à Andrew Wiggins, parce qu'on le sait depuis le début de sa carrière, en termes de qualité athlétique et de skills, le talent est là, mais il a pas ce mental de tueur, et là, justement, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance est vraiment pas là, il est au plus bas en ce moment, et voilà pourquoi en ce moment aussi ça déconne chez les Warriors depuis le début de la saison, qui n'y arrivent pas. En plus de ça, Andrew Wiggins, il a un contrat qui est long, c'est 24 millions la saison déjà qu'il va falloir matcher, et ça va jusqu'en 2027, et pour un joueur qui en ce moment tourne à 12 points par match, c'est pas du tout ouf. Alors qui pourrait être intéressé par Andrew Wiggins? Je me dis surtout des équipes, soit des équipes en reconstruction, qui auraient des joueurs qui intéressent les Warriors, soit des équipes qui se disent, en ce moment il est pas bon, on peut peut-être l'avoir pour pas cher, et ça peut peut-être nous renforcer dans des secteurs dans lesquels on a besoin, et dans lesquels on se renforcerait. Il faut savoir que apparemment les rumeurs disent que sa cote est très basse, qu'elle est quasi nulle, et que personne ne serait intéressé par Andrew Wiggins, et ça c'est une des raisons pour lesquelles il pourrait rester à Golden State, même si Golden State pourrait être assez agressif pour le vendre. Je pense que le prix, il suffit de matcher les salaires, hein, dans un trade avec peut-être un autre gros joueur qui intéresserait les Warriors, peut-être un trade à plusieurs équipes, ou alors juste matcher ses salaires avec un ou deux role players et un futur pick, peut-être que ça peut convaincre les Warriors. Comme je disais, je suis vraiment pas sûr que sa valeur soit si haute, et là j'ai pensé à pas mal d'équipes, j'ai pensé et surtout il y a des rumeurs sur pas mal d'équipes. En fait d'ailleurs c'est des rumeurs surtout que j'ai vu du côté de Dallas a l'air assez agressif, enfin pas agressif, agressif c'est pas le mot, mais en tout cas Dallas serait intéressé par Andrew Wiggins, parce que certains dirigeants de l'équipe des Mavericks auraient dit non, on a toujours aimé Andrew Wiggins, c'est un joueur qu'on a toujours suivi, et s'il est sur le marché, peut-être qu'on essaiera de faire une offre, donc pourquoi pas, hein, encore une fois, s'il se remet bien dans son cerveau et bien dans sa tête, ça peut être une option 3 derrière Kyrie et Luka Doncic, en apportant quelque chose sur les ailes, un secteur dans lequel les Mavericks ont besoin de quelque chose, surtout que ça peut être un two-way player, et vraiment dans la bonne dynamique, il peut apporter une défense qui serait très précieuse aux Mavericks. C'est un peu une pièce en l'air parce que tu sais pas dans quel état mental il sera, mais si la pièce tombe du bon côté, ça peut être un très bon coup pour les Mavs. Du côté de Cleveland, c'est un petit peu la même idée, hein. T'as besoin d'un troisième joueur après, surtout que je sais même pas si c'est un troisième joueur, mais en tout cas dans le 5, t'as Darius Garland, t'as Donovan Mitchell, t'as Evan Mobley quand il est là et qu'il est pas blessé, et t'as Jarrett Allen. Le poste 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est une des plus grosses interrogations pour Cleveland. S'ils peuvent avoir Andrew Wiggins pour pas cher, ça peut faire un 5 qui est intéressant, si tout le monde est dans les meilleures dispositions et tout le monde est en bonne santé, et intéressant des deux côtés du terrain en plus. Et Détroit, pourquoi pas, en tout cas Détroit serait intéressé visiblement dans l'idée de se dire, encore une fois, ça va pas, franchement, on a peut-être Cade Cunningham et Jalen Duren sur lesquels on peut construire, mais on n'a aucun joueur d'expérience à part Bojan Bogdanovic, mais Bojan Bogdanovic c'est surtout un scoreur et c'est pas lui qui va porter à la team. Et bien peut-être qu'un Andrew Wiggins qui se dirait allez là-bas je vais avoir des ballons, je vais être au centre du dispositif parce que je vais être un des meilleurs joueurs sur le terrain, même si c'est une équipe en bas de tableau, je vais pouvoir faire des stats et je vais pouvoir scorer si je suis un petit peu agressif, et pourquoi pas l'envoyer à Détroit pour essayer enfin d'apporter quelques wins, et même si c'est une équipe qui ne gagnera pas un titre, mais se dire Andrew Wiggins ça peut être un troisième joueur autour de Cade Cunningham et de Jalen Duren qui vont se développer, et ça fait peut-être une première pièce posée pour essayer d'accéder aux playoffs dans quelques années, qui sait. Donc à voir si les Pistons sont intéressés par Wiggins, vraiment, en tout cas c'est dans les rumeurs, et c'est pour ça que ça fait partie des 3 équipes que je vous propose. Andrew Wiggins, finalement vous le voyez bouger, vous êtes quand même 43% à le voir rester, donc c'est pas la majorité, mais vous êtes un paquet à le voir rester, et parmi ceux qui le voient bouger, c'est assez varié, vous êtes 24% à le voir arriver à Dallas, 5% à Cleveland, 5% à Détroit, et 24% aussi à le voir aller ailleurs. J'ai entendu parler par exemple des Sixers dans le chat et de pas mal d'équipes, ça montre à quel point la situation de Wiggins est incertaine. Finalement c'est à Dallas que vous le voyez le plus, à voir, je sais pas trop qui Dallas pourrait lâcher pour avoir Andrew Wiggins qui contenterait les Warriors, ça me paraît compliqué. Franchement, je sais pas, Andrew Wiggins, je le vois rester aux Warriors, hein, je pense aussi, pas parce que les Warriors veulent garder, mais parce que personne ne va vouloir de Andrew Wiggins, et que les Warriors vont espérer vouloir peut-être avoir quelque chose en échange d'Andrew Wiggins. Un petit peu comme le cas de Zach LaVine à Chicago, à mon avis c'est pas le meilleur moment pour Golden State pour transférer Andrew Wiggins tellement sa cote est basse. Il a un long contrat, autant attendre un peu pour essayer d'en tirer plus tard, parce que là 12 points par match à 24 millions, hein, ça fait 2 millions de points, c'est très cher pour Andrew Wiggins, donc même si vous êtes une bonne partie à le voir arriver à Dallas,
De mon côté, je devoir rester à Golden State. Quoi qu'il en soit, ça a été super intéressant parce que là, pendant ce live, on a quand même pris 15 joueurs. Comme on le disait, hein, il y a encore d'autres joueurs qui peuvent bouger. On a du Bruce Brown, on a du Tyus Jones aussi qui était dans ma shortlist. Il peut y avoir du Jonas Valanciunas aussi qui bouge. Il y en a quand même pas mal d'autres dans les rumeurs. J'ai essayé de parler des 15 qui me semblaient les plus cohérents. Et puis on en parlait au début de live aussi des Lauri Markkanen et de Jonathan Kuminga. Même si j'y crois pas, qui sait, ça peut bouger. Du Moses Moody aussi du côté de Golden State. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui peuvent bouger, qui sont intéressants pendant cette trade deadline. Mais ce qui était cool, c'était de pouvoir parler de tout ça avec vous. Moi, je vous ai proposé les joueurs qui selon moi peuvent bouger. Vous avez choisi les équipes et franchement, vous en avez fait bouger beaucoup. Et si tout ce que vous avez prévu se passe pendant la trade deadline, cette trade deadline, elle va être sacrément folle. Et même si sur les 15, disons que vous avez eu raison 4-5 fois, ce sera déjà un gros score. Et j'ai hâte de vérifier ça une fois que le 8 février sera passé. En tout cas, j'ai hâte et je vous remercie très fort pour ce live qui était très cool.